J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Vas-y. Comme ça, je vais pouvoir faire comme tous les autres qui disent mais attends, ça enregistre là. T'aurais pu prévenir, Louis. Ouais, bah ça enregistre en plus. Ça y est. Bah voilà, t'aurais pu prévenir, Louis. C'est fait. Non, Rebecca Manzoni, tu vois pas. Bah non. Il doit en rester qui traîne sur internet. Elle le fait plus maintenant, ça s'appelait Éclectique. Ok. Et en gros, elle se balade avec son micro, elle. Ok. Donc en gros, elle dit tu fais quoi? Je fais bah là, je suis en tournage. Elle dit ok, j'arrive. Elle arrive avec sa mixette, son micro. Ah, c'est pas mal ça. Et elle fait j'arrive, tu vois. Okay. Puis après, elle remonte le truc en disant ok, ça c'est bien ça. Autour de moi, la foule s'affole. Des gens lui posent 1000 questions. Aura-t-il du temps pour moi? Alors, bonjour Edouard Baird, tu vois. Ah, ok, donc c'est un petit peu ton journalistique quand même. Ouais, bah c'est France. Parce que là, ton bonjour Edouard Baird, c'était un bonjour de France. J'allais dire c'était un bonjour de France Inter. C'est une voix radio. Bonjour Edouard Baird. Bonjour. Ouais. Il y a un petit logo. Bonjour Edouard Baird. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais que là, tu dois répondre que bonjour. Attends, parce que là, les gens doivent penser que t'es Edouard Baird du coup, peut-être. Non, je suis pas Edouard Baird. Bonjour, je suis Navo. Ouais, Navo, du coup, dans un café au Losset, le 50e. T'as un chiffre un peu symbolique. Vu que d'habitude, j'aime bien être le parrain. Est-ce qu'on peut dire que je suis un peu comme le parrain du mi-chemin de la 100e, un truc comme ça? Oui. Moi, je suis trop fier à chaque fois. C'est-à-dire que t'es parrain de cet épisode seulement, quoi. Moi, si tu veux me faire un truc, tu dis c'est la première. Ok, oui, non, mais si tu viens, t'es le parrain. Bah, je fais ok, mais on fait quoi? On chie dans un bol, mais tu seras le premier. Je fais waouh. Je vais être le là, parrain. t'es le premier, du coup, de la deuxième cinquantaine des cafés au Losset qui arrive. Waouh. C'est bah pas non, rien, hein. Je suis le dernier de la. T'es le dernier de la première cinquantaine. Ah, ouais, putain, je suis les deux. T'inquiète, on va parler 2 heures. Coupe au milieu. Je vais être le dernier de la première cinquantaine et le premier de la deuxième cinquantaine. Ouais, ok, ça me va. Bon, et du coup, donc, parti, parce qu'on a failli pas le faire, du coup. Tu savais pas si t'allais partir ou pas, t'as des emplois. Ah non, j'ai dit ça au cas où. Tu vois, tant que c'est le mois d'août, t'es pas à l'abri que quelqu'un arrive. Mais à 3 jours avant, tu peux te dire, merde, peut-être je vais partir, quoi. En août, en août, c'est un peu. C'est un super luxe. Ouais, c'est un peu slow. Ok. Ça va, le mois d'août, là. Et au final, t'as travaillé hier. Là, on enregistre, on est quoi? On est le 22. Ouais. Donc là, c'est 23. Bon, ça commence, quoi. Ça C'est-à-dire y est, que là, les gens reprend. commencent à rentrer, les gens commencent à avoir des projets, à dire au fait, qu'est-ce que tu deviens, vieille branche? Ok. Ouais. Et tu dis, j'ai bien vu sur ta story. Ta dernière story, c'est l'aéroport. Ouais, voilà, ouais, tu te revoilà. Ouais, tu vois ça. Mais du coup, ça veut dire que t'as un rythme vacances-rentrées? Ouais, mais qui est imposé par le reste du monde. Okay. Je crois qu'à un moment, ce monde de gens libres s'est dit, c'est pas mal en même temps le mois d'août. Il n'y a rien à la télé, il y a pas. C'est génial, le mois d'août. Tout est en vacances, il n'y a que des rediffs. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est surtout en août. Juillet, c'est un peu toujours pris par Montréal. Oui. T'as Avignon, Montréal, en général. Août, tout le monde va se reposer après les dernières bagarres de juillet. Même les gens libres. C'est vrai que c'est drôle, le mois d'août, il est universellement pris comme un mois de vacances. Tu te cales, hein. C'est comme il y a quelqu'un un jour qui a décrété que c'était à 7h30 qu'il fallait se lever pour prendre le RER A. Ça, c'est vrai. Mais c'est un choix que les gens ont fait par rapport à la lumière du jour, j'imagine. C'est dingue, hein. Mais on aurait pu tous se mettre d'accord pour dire on commence à 15h, on finit tranquille à 22. En plus, on fait qu'une bouffe. Tu vois, tu manges tranquille à la maison, tu pars tranquille, tu démarres à 14h. Ouais, c'est pas mal. Termine vers 21h. On dîne ensemble, on rigole, et après à demain pour la nouvelle journée de travail. Pensé à ça. Ah bah parce que j'ai détesté. Ah bah, toutes les années où j'étais dans le RER A, je peux te dire j'étais là, mais cette convention, qui est d'accord, tu sais, des fois dans le RER à 8h30, tu sais, avec les gens qui dorment avec leurs mallettes, c'est RER A, ça traverse tout Paris dans le bon ordre de tous les gens qui travaillent. C'est vrai. Et vraiment, des fois, je voulais me lever en disant, vous voulez pas, on se met tous d'accord? Ouais, je pense que c'est le terreau le plus fertile pour lancer une petite révolution. Les gars, on se met tous d'accord. Qu'est-ce qui se passe si on arrive tous à 11h? Ils vont faire quoi de toute façon? De toute façon, on se pointe au bureau, on arrive à 9h30, on fait semblant de travailler jusqu'à 10h, on fait une pause café. Ouais, c'est pas mal ça. Mais bon, voilà. T'as pas réussi à l'imposer? Non, j'ai pas réussi à l'imposer, malheureusement. Je suis pas assez bon en politique. Et le pire, c'est en province en vrai. Parce qu'en province, ils se lèvent 1h30 plus tôt qu'à Paris, hein. Faut le savoir. Ah ouais? Bah mon père il a une petite boîte par exemple et les gens ils arrivent avant 8h au bureau quoi. Ah oui, tu veux dire il y a peut-être un petit truc un peu cool à Paris. Bah à Paris moi j'ai des potes qui arrivent à 10h30. Ouais c'est ça, il y a Paris et Paris. Tes potes dont tu parles ils sont à moitié freelance graphistes, ils sont cadres. Non même les mecs qui sont en marketing dans des boîtes et tout. Ouais voilà en marketing dans des boîtes. Ils vont pas visser des boulons à l'usine. Non. Non, tu dois pas pointer quoi. Ouais, non. Ouais, tu pointes pas, de toute façon, c'est une nouvelle stratégie de start-up ils ont dit on a mis un baby-foot dans la salle de pause. C'est la raison pour laquelle tu dois t'investir comme si tu étais actionnaire.
Moi, c'est ma réponse numéro 1. Quand quelqu'un commence à trop me raconter sa vie en mode, tu sais, moi, je me donne à 100% pour cette entreprise et toi aussi, je dis, donne-moi des parts. Ouais, exactement. Tu vas jamais voir un gars aussi investi de toute ta vie. C'est exactement ça. Si je touche les mêmes dividendes que toi à la fin de l'année. Pour l'instant, tu me donnes une prime. Donc, quand je fais bien mon travail comme un bon chien. Donc, non. C'est vrai que ça marche pas. D'ailleurs, là, je viens de rigoler un petit peu fort. Je sais pas si ça t'a pas un peu gêné. Mais tu rigoles toujours apparemment, fort. je rigole trop fort. Non, mais moi j'aime bien, c'est pour ça que je viens. Ok. T'as jamais l'air aussi drôle. Regarde, j'ai rien dit là. J'ai dit, c'est pour ça que je viens. Tu ris comme une de mes meilleures punchlines. Ouais, parce que je m'entraîne à être un mec consensuel de la téloche, les Dave Letterman. Et je me disais ça exactement en arrivant. Mais c'est lui le jour où il a une émission. C'est le meilleur intervieweur parce que ils vont préparer 2-3 anecdotes comme dans les late shows et il va rire aux éclats. Non, mais c'est pas forcé, hein. Il vient comme ça. Est-ce que c'est un vrai rire, genre est-ce qu'on peut dire que c'est le même rire que quand tu vois une superbe punchline d'un stand-upper que t'adores, par exemple, ou est-ce que on est dans le rire un peu, ce que moi j'appelle le rire téléphone, c'est un rire social qu'accompagne la personne dans je t'ai bien compris et je suis avec toi et on passe un bon moment ensemble. Bah, en tout cas, si les deux que tu viens de décrire, tu les mets tous les deux dans le domaine de l'inconscient, enfin de c'est pas fait exprès. Ah oui, peut-être qu'il y a une différence. Je suis pas en train de te dire, est-ce que t'es une petite pute, une petite pute hypocrite? C'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Je sais. Mais est-ce que c'est le même rire, tu vois ce que... Je pense qu'il y a un côté social. Je pense qu'il y a un côté aussi. J'aime bien rigoler déjà à la base et j'aime bien que le rire ponctue des moments, tu vois. Genre, s'il y a pas de rire, moi, à la c'est fin pas le même rire, tu vois. Ouais. Moi, je prends l'exemple de ma daronne, c'est le cas de beaucoup de daronnes, je crois. Ouais. Elle a le rire de téléphone. Ouais. Tu sais, quand elle appelle pour un truc, genre pour rendre un dîner. Pour un papier même des fois. Tu sais, elle appelle la préfecture. Ouais. Elle dit avant lundi. Oh, vous pouvez peut-être me faire ça avant mardi. Tu sais, et elle rigole, mais en fait, c'est un rire on dirait le rire de la cour. Non, alors c'est entre les roi, deux, quoi. On va dire c'est entre la cour et je pense que mon rire là se place entre la cour du roi et le rire de fou rire. Est-ce que des fois tu rigoles pas? Genre si là je viens, je te dis écoute Louis. On va parler de la mort. Non, on va pas parler de la mort, ça va te faire rigoler ça. C'est vrai que ça je te dis toute ma famille est morte hier. Ouais. Est-ce que du coup tout d'un coup t'as un nouveau visage, t'as une nouvelle prestance ou tu vas te taper des barres Non, bah non, je respecte après. Tu vas attendre la décompression. En fait, je crois que t'attends que la personne fasse une décompression et tu accompagnes sa décompression. Peut-être que c'est ça, putain, mais il faut peut-être pas donner tous mes codes aux gens. C'est là, là j'ai l'impression ça devient ton interview. Bienvenue dans mon émission. Tu balances tous mes secrets aux gens, putain, non, effectivement. Je balance pas tes secrets. Est-ce qu'à un moment j'ai dit qu'on n'était pas au Holo 7? Exactement. Voilà. Et non, t'as raison. Je joue le jeu, je fais comme si on était au Holo 7. T'as raison. Pas du tout. Il vous ment. Non, c'est vrai. Bah écoute. À 3 pas du théâtre de la Main d'Or. Putain, c'est vrai ça. Mais t'es juste à côté du théâtre de Dieudonné, mon gars. Ouais, c'est vrai. Je crois que je vois pas ton délire. Bah, tu vas m'emmener, genre ici on parlait un peu politique. Je vais reprendre le quartier. Les années 40. Non, c'est pour reprendre le quartier que je suis là, moi. J'ai été parachuté. Je me disais, le théâtre de la Main d'Or, je crois qu'il l'a lâché. Oui, je sais pas, je passe souvent devant pour. Ouais, c'est toujours fermé là. Ouais. Donc je connais parce qu'on est un peu voisins là, donc je suis aussi dans le coin. Et je me disais. Est-ce que c'est un théâtre que tu peux reprendre? Je me dis, mais t'es obligé de mettre de la sécu parce que c'est obligé qu'il y a certaines personnes, genre la catégorie la plus extrême de ces extrémistes, qui vont dire que c'est à lui. Ouais, c'est à lui ou ou qu'en fait ça y est. Comme par hasard, on le donne à cet enfant de juif. Saviez-vous que tu vois? Et tu dis ah merde, je vais devoir mettre de la sécu pour empêcher, genre comme si t'allais un peu abîmer un temple. En vrai, ça serait un beau projet de reprendre de réhabiliter. Réhabiliter, c'est pas le bon mot parce que je suis pas sûr que c'est. Ouais, en même temps, soit tu gardes le nom Main d'Or parce qu'il est un peu connu, soit tu le changes, mais ce théâtre n'a pas vraiment d'accès. Enfin, c'est bizarre, il est dans une petite rue piétonne. Là, il est pas mal. Enfin, j'y suis déjà allé 2-3 fois, moi. Ouais, le théâtre en lui-même. Ouais. Mais géographiquement. Bah, il a le Drôlin. Je sais pas, moi, je trouve pas mal comme théâtre en vrai. Hein. Non. La jauge est bien. Enfin, oui, mais il est dans une rue pavée. C'est-à-dire que ça sert à rien de mettre une affiche. Ah oui, non, oui. Il y a 7 personnes avec des poussettes qui passent là. Exactement, faut qu'ils connaissent. Il a pas pignon sur rue, ce théâtre. Donc, si tu changes le nom, ça devient compliqué de le rentabiliser rapidement. Il faut faire le buzz. Ah putain. Là tu reprends le théâtre de la Main d'Or, mec, c'est des articles sur articles. Ça y est, c'est parti, ta carrière est lancée. Et tu fais un spectacle sur Dieudonné. Ouais, Là tu cartonnes. Ouais, qui s'appelle Écoute-moi Dieudo. Dieudo, si tu m'écoutes. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je crois qu'il l'a lâché, ouais. Bah écoute, bon, on s'en fout. Ah ouais, moi je m'en tape. Niveau, moi j'avais envie de te parler un peu de stand-up aussi pour commencer quand même. Ouais, pour changer, tu t'es dit si je renouvelais un peu mes thématiques. Non, mais parce que le stand-up c'est la thématique qui, quoi qu'il arrive, est dans le podcast, mais parce que la première fois qu'on s'est vu, je sais pas si tu te souviens, c'était One More. Bah ouais. Accompagné Shirley. J'étais trop content de découvrir ce lieu. Mais avec un truc, c'est que du coup je te vois et je te propose de jouer spontanément parce que c'est ce que je fais à tous les gens que je connais de vue et que je connais pas mais que je sais qu'ils peuvent jouer. C'était très gentil d'ailleurs. Écoute, c'est complètement normal. Et à ce moment-là, toi, tu veux pas, tu te mets machin, tu voulais voir Shirley, etc. Je trouve que tu travailles avec elle, je comprends, etc. Mais
t'es la seule personne entre guillemets qui est venue au One More et qui a entre guillemets refusé d'y jouer alors que t'y étais. Parce que je suis pas. Oui, mais justement, la stand-upper. contradiction, c'est que je vais voir Kian au Casino de Paris pour ces 7 dernières. Il y a juste avant de faire le podcast avec lui, donc ça devait être en octobre-novembre, je sais plus exactement. Et là, tu fais sa première partie devant un Casino de Paris plein et tu tiens 20 minutes la scène et ça marche bien. Du coup, je comprends. Merci. Non, mais oui, enfin, tu l'as vu, il y a des rires, quoi. Je dis pas ça consensuellement, il y avait des rires et puis t'as des passages, moi, le passage du stand-up de Rich ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça très drôle, quoi. Donc, ça marche et je comprends pas du coup pourquoi enfin, il y a pas un truc en toi qui te dit, allez, Mais parce que vas-y. monter en plateau, Ouais. pour moi, c'est. En gros, c'est comme si pour le Casino de Paris, tu m'avais vu parce que je me suis entraîné pour le match. Ok. Tu vois, et que là, je passe par hasard près d'une pelouse. Ok. Et tu me dis, hé mec, on fait un foot. Ok. Et je fais, bah non, j'ai pas besoin d'entraînement en ce moment là, ça va. Tu vois, je suis plus. En fait, je suis pas un stand-upper. Je suis auteur moi à la base. Oui. Je fais du On va en stand-up parler, ouais. vraiment par erreur. C'est-à-dire que Ok. pas par erreur, mais par. Pour reprendre le même exemple, parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui mettaient des crampons et de temps en temps, je dis, vas-y, fais une passe. Ouais, ok. Mais il n'y a pas de. En tout cas, pour l'instant, ça va arriver. Tu Et ce crois jour-là, tu auras de mes nouvelles, parce que le jour où je me dis, ok, il faut que je fasse 1 heure, je vais faire comme tout le monde et comme il faut faire. C'est-à-dire, je vais aller m'entraîner sur des plateaux. Ah, du coup, tu vas le faire. Bah, si un jour je le fais. C'est Ah non, juste mais que là, tout à l'heure, il y a une seconde, Oui. la terminologie, c'est quand je le ferai. Oui, quand je le ferai, parce qu'il faut jamais dire jamais. Ok. Mais dans l'absolu, genre, quand on était à Montréal, on a croisé Neil Brennan. Ouais. Et Neil Brennan, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve Ouais. que c'est super ce qu'il fait. Je me suis pas spécialement identifié à part sur le concept ou quand il a fait ces 3 mics là, Ouais. j'ai dit c'est cool. ça que j'aurais dû y penser moi-même. Ouais, Pour fais moi, fort Mike. ouais, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais Ouais. j'aurais dû y penser. Quand tu vois un bon concept. Mais par contre, le monde entier me dit regarde Neil Brennan, c'est trop toi, parce que je pense qu'ils ont fait une espèce de parallèle, genre Oui, Kian qui est auteur, sur oui, bien scène et sûr. tout, qui a fait de la série comme Dave Chappelle a fait le Chappelle Show, etc. Et l'auteur qui tout d'un coup monte sur scène, qui est un gars avec des lunettes, qui fait un truc qui est pas la même chose que ce qu'a fait la personne à qui il a écrit. Et du coup, ça m'a forcé à l'analyse et j'ai dit, bah en fait, c'est quand Kian va me lâcher. Le jour où Kian m'abandonne, parce que Neil Brennan, on le voyait pas beaucoup. Je pense pas Tant qu'il t'abandonne, Kian. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que le moment où. Je pense que à un moment, Dave Chappelle, il a dit, bon, bah moi, je m'en vais. Mais alors, Neil Brennan, quand il en parle, justement, Ouais. quand dans les podcasts ou quoi que ce soit de Three Mics, il dit que c'est la chose la plus importante de sa vie d'avoir fait ça parce qu'en fait, lui, il avait un côté ressentiment inconscient de pas être sur le devant de l'affiche. Au final, il avait besoin de se légitimer en tant que personne qui était pas juste le co-créateur du Dave Chappelle sans être le visage, quoi. Et toi, je sens pas chez toi ce côté ressentiment. J'ai pas ce truc-là, mais je pense que les mêmes causes peuvent apporter les mêmes conséquences. Ok. C'est que si demain Kian dit, bon, bah là, maintenant, gros tournage, je pars à Los Angeles 2 ans, tu vois, moi, Gros tournage. Ouais, tu vois, moi, il faut que je m'assoie. Et après, je dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je pense que c'est plus le fait que j'ai pas besoin que ce soit moi. Ok. J'ai besoin que ma blague, elle existe. Ok. Donc, tant que j'ai des gens super, comme les gens avec qui j'ai travaillé, Shirley, Kian, Greg Romano, Sébastien Marx, des gens avec qui on a un peu bossé, tant que j'ai ces gens-là qui montent sur scène, je ressens pas un besoin. Mais en fait, si, mais c'est beaucoup plus lent. Parce qu'il y a une vanne sur 30 Ouais. où je me dis, ah, celle-là, elle est pour moi. Pas dans le sens, elle est géniale, je me la garde, mais dans le sens, c'est moi qui dois la faire. Je sens que Ouais, je comprends. cette vanne, ça parle d'un truc qui m'est propre et ça marchera pas dans la bouche d'un autre, puisque quand j'écris avec les autres, j'écris avec les autres dans le sens où eux, ils veulent aller. C'est Jason qui disait ça pour Farid. Je lui avais posé la question. Il avait dit la différence entre un auteur et un bon auteur, un mauvais auteur et un bon auteur, c'est que ouais, ça ressemble au début Ouais, du alors, le les bon chasseurs. auteur, Ouais, voilà, ça un ressemble au auteur, truc. il arrive sur scène, Il bon, tire. il donne une vanne. Alors que le Alors que mauvais l'auteur, bon, il arrive sur scène, bon, bah, il donne une vanne, mais Mais- c'est un mauvais auteur, quoi. Exactement. Non, mais il avait dit qu'en gros, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit des bonnes vannes et un bon auteur, c'est quelqu'un qui écrit des bonnes vannes pour quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça, c'est même quelqu'un qui discute. Ok. Moi, si demain tu me dis est-ce que tu veux qu'on écrive ensemble, j'aimerais faire un spectacle, il va y avoir 2-3 mois où on va faire ce qu'on est en train de faire là, mais sans micro. Ok. Où on va pas du tout écrire Ou de avec blagues. micro, et c'est un concept de suivre notre préparation oui. de spectacle, et Ah. putain, dans 3 mois, il est prêt. Ah là, ouais, dans 6 mois. Parce qu'il y a 3 mois, on va juste discuter vraiment. Ok, Je vais ok. te dire, ah ok, mais pourquoi elle te casse les couilles ta mère, je comprends pas. Mais attends, tu l'appelles tous les jours ta mère? Ok. C'est intéressant. Tu sais Tu qu'il y pousses a les gens dans les retranchements tu sais un qu'il y a peu. des gens qui appellent pas leur mère tous les jours. Ok. Tu vois. Et en fait, c'est en discutant, parce que souvent les gens ont
je ne travaille qu'avec des gens déjà drôles. C'est-à-dire que du coup, je les carotte un peu. Parce qu'après, on se dit, il est à 50% dans la démarche, mais en vérité, la personne, c'est déjà très marrant. Tu vois, là, je prends l'exemple de cet été, j'ai filé un coup de main à Shirley pour son Netflix. Pour son special Netflix qui arrive en janvier. Elle est trop forte. Ouais. Là, elle est trop forte. Et c'est pas parce que je suis son co-auteur. Elle est arrivée, elle était trop forte. En fait, avec Shirley, elle a écrit toute seule, puis on a écrit un spectacle ensemble, puis elle a écrit toute seule. Et là, elle me rappelle. T'sais, on fait des allers-retours. Là, elle est revenue avec une puissance, avec ce qu'on attend. En fait, ce que je trouvais cool, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a structuré ensemble ces idées, on a créé des transitions, j'ai rajouté des petites vannes avec elle, on a trouvé des façons de le dire autrement. Mais dans l'absolu, ce qui était le plus important, c'est qu'elle était exactement dans l'attitude, la démarche qu'il faut avoir pour un special Netflix. C'est quoi l'attitude, la démarche qu'il faut avoir pour un special Netflix ? C'est que tu as quelque chose à dire. Ok. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans un special Netflix, on le voit avec Nanette, tu vois, les gens sont en train de s'habituer au fait que, en fait, alors je fais une autre digression, c'est pour ça que je te dis ça dure longtemps. Il n'y a aucun problème. Je fais une autre digression, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. On n'a pas exactement le même âge, t'as quel âge toi ? Je suis né en 89, j'ai 28. Ok, on n'est pas très loin. Pour moi, le stand-up, là, en France, il est en train de se passer la même chose, dans le même ordre, que le souvenir que j'ai du rap. Moi, je faisais du rap quand j'étais plus jeune. Et le rap français, ça a vraiment été ça. Et plus ça va, plus chaque élément vient... tu sais, moi, je suis un peu comme un scientifique. J'attends de voir si on détecte ou pas des ondes gravitationnelles, et tout concorde. Ouais. Je dis, c'est fou, parce que c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, c'est un truc entre soi, où le seul objectif, c'est de savoir rapper, tu vois. Ouais, et puis, 20-25 ans plus tard, un mec comme Orelsan, il dit, non, mais tout le monde sait rapper maintenant. On n'est plus dans qui sait rapper ou pas. Et en fait, pour moi, on est en train de faire la même évolution. Ça veut dire qu'au début, être drôle tout seul sur scène avec un micro, c'était déjà incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a des humoristes, je suis pas d'accord avec eux, qui disent ouais, il y a trop de stand-uppers maintenant. Non, oui, non, c'est une bêtise. Mais il y en a qui disent ça, tu vois. Oui, t'as déjà dû entendre ce truc-là. Je pense que c'est plus une peur de la concurrence ou je sais pas. Mais genre, il y a trop de stand-uppers, on est débordé. Mais non, c'est normal. Comme aujourd'hui, je connais quasiment personne qui n'a pas un 16 mesures de rap qu'il a écrit un jour pour déconner. Et quand il le fait, c'est pas mal parce que c'est le seul 16 mesures qu'il a écrit dans sa vie. Voilà. Ok. Donc tout le monde sait. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pas 16 mesures de rap. Non, mais tu vois, la plupart des rappeurs savent rapper. Oui, je vois. Oui, alors qu'à une époque, il y avait les rappeurs qui savaient pas rapper, même dans des groupes. Je disais je préfère lui parce que l'autre il sait pas rapper, il est là par hasard. Aujourd'hui, tous les rappeurs savent rapper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une base, tu vois, il faut vraiment être Nekfeu pour qu'on se dise wow, il a encore remonté d'un. Mais tout le monde sait à peu près rapper si il prétend à faire du rap. Donc à un moment, la question c'est plus est-ce que tu sais rapper ? De la même façon que dans le stand-up, la question c'est plus est-ce que tu sais faire rire ? C'est qu'est-ce que tu as à raconter en fait. Ok. Et c'est intéressant parce que comme dans le rap et comme dans beaucoup d'autres œuvres, il y a plusieurs étapes pour moi. C'est qu'au début, tu te poses pas de questions en vérité. Au début, ta seule question c'est est-ce que je suis légitime à être sur cette scène ? Ouais. Et le public te répond oui suffisamment longtemps pour qu'à un moment tu sois rassuré et tu dis ok, apparemment je suis légitime pour être humoriste, les autres humoristes me valident, le monde me valide, il y a le Thibaut de JQ qui a fait un portrait sur moi. Tu vois, on voit les étapes et à un moment tu dis ok, mais alors quoi ? Et là tu commences à te poser une question et ta nouvelle démarche ça va être de te questionner et tu vas te questionner sur scène, puis après tu vas commencer à avoir une réponse. Ouais, c'est vrai, okay. Et après tu vas te rendre compte que la réponse amène d'autres questions et ainsi de suite. Et pour moi, Shirley, elle était dans ce truc-là. Okay. Ça veut dire qu'elle avait elle se posait pas de questions. En fait, si tu prends les petites vidéos dans l'ordre, tu vois à peu près le truc. Au début, elle se pose pas de questions. Elle fait des trucs genre ça va les gens, blague, les écureuils, c'est bizarre. Puis après, elle décide de parler du fait qu'elle est homosexuelle. Ouais. Et là, on se dit et elle est en questionnement. En fait, elle est dans une première réponse. Qui est je suis noir, gay, je suis une fille, je sais pas si t'as vu ce passage-là, bien sûr, où elle explique la situation. Sauf qu'après, elle se pose de nouvelles questions. En fait, chaque réponse t'amène. Et donc là, on arrive sur un nouveau questionnement qui est, mais en fait, je suis plein de contradictions, comme tous les humains. Et en fait, tu ressens plus le besoin de dire, en tout cas dans le cas de Shirley, elle ressent plus le besoin de dire exactement qui elle est, mais de dire exactement où elle en est. Ces questionnements en fait. Ok, je comprends. Et ça, je trouve ça intéressant, tu vois. Je comprends. Je prenais l'exemple de Nanette, même si je pense pas qu'il y aura un effet Nanette sur Shirley, ça reste un 30 minutes. Je suis pressé de voir à quoi ça va ressembler ce truc. Oui, Netflix, je comprends. Est-ce que ça va être comme stand-ups où finalement
pas tant de gens que ça le regardent à part les fans de stand-up, ou est-ce qu'il va y avoir une mise en avant plus forte, est-ce que ça va être mis en avant par rapport aux gens des pays, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Après je pense que ce qui va être très drôle va marcher et ce qui va être moins drôle va moins bien marcher aussi. Mais à quel niveau, tu vois, est-ce que ça va être la Casa des Papel, genre on te met des pubs, tu vois non mais après stand-up, je pense par exemple que le passage de Joliste que je trouve dingue, il a plus tourné que le passage de Brett Morin, peut-être que je trouvais moins bien. Mais tu vois, il y a un côté quand même plus oui. intime que la dernière série Netflix, ou même si elle est nulle, les gars ils te la placardent à fond sur la home. Et ça marche, Puis surtout ils disent que ça sort en janvier, mais est-ce qu'ils sont dans leur truc de binge watch, tout sort d'un coup? Ouais, je pense que oui. Ou est-ce qu'ils vont sortir un épisode par semaine pendant 42 semaines? Tout d'un coup, et ça va être les 49 pays, non les 40, ouais c'est ça, ou je sais plus combien de pays. Mais ce serait fou de sortir 20, je pense que ça va être ça. 21 heures de programme, 20 heures de programme d'un coup. Je pense que ça va être ça. Ouais. Est-ce qu'ils vont chapitrer par pays? Est-ce qu'ils vont tu vois, il y a un grand, il y a beaucoup de questions. Et du coup, tu parles quand même, de comme dans le rap aujourd'hui, enfin tu compares au rap. Là, je suis assez d'accord sur la comparaison. Là, on est en plein dans Donne-moi des balles pour la police municipale. Comment ça? Ça veut dire que les gens commencent à en entendre parler pour deux raisons. Tu prends l'époque à peu près d'NTM, donc les moments où on leur interdit des salles, etc. Ça, c'est l'ambiance un peu copie comique où tout d'un coup ça sort un peu genre il paraît qu'il y a des. Moi, c'est la première fois que des gens qui s'en foutent du stand-up me parlent de stand-up. Pour des très mauvaises raisons, mais ils m'en parlent. Et des journalistes, pareil, qui m'appellent en disant bonjour, c'est pour parler de copie comique. Et je dis au revoir, parce qu'en fait, je l'ai fait une fois et c'est une erreur parce que tu dis je n'ai rien à voir avec parler aux gens qui ont volé les vannes. Pourquoi vous parlez avec moi? Vous êtes en train de faire un amalgame, monsieur, c'est très mal. Il y a un amalgame et puis vous êtes en train d'en parler que parce qu'il y a un problème. Et pour moi, c'était comme dans le rap. À un moment, on n'en parle que parce qu'il y a un problème. Et du coup, il y a une espèce d'opposition qui se crée, de l'intelligentsia un peu Télérama, où là, c'était MC Solar. Et chez nous, ça va être Blanche ou Haroun, où les gens vont dire, comme pour le rap, j'aime pas le rap, mais j'aime bien MC Solar. Il y a des gens qui disent, j'aime pas le stand-up, c'est communautaire, mais j'aime bien Blanche. Et je pense que on est dans la même phase. Et donc, pour moi, ça ne présage que des bonnes choses, puisque aujourd'hui, le rap, c'est la pop. C'est la musique qui se vend le mieux en France. Après c'est justement la seule nuance que j'ai, c'est que tu vas vers le côté pourquoi on dit ça, et du coup beaucoup de sens, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça, alors qu'il y a aussi un stand-up aux États-Unis avec des gens qui ont 10 ans de scène, entre guillemets, enfin les Sam Morrill, les gens comme ça que j'écoute beaucoup en ce moment, qui sont dans le stand-up, entre guillemets, un peu à l'ancienne, modernisé, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de message, mais c'est de la blague, quoi. Mais je suis d'accord, le message, il n'est pas forcément il est pas forcément dans ce que tu fais. T'es pas obligé de faire un TEDx à chaque fois que tu fais un stand-up, ou un TED. Si t'as de la chance, il y a plus de TEDx que de TED. Oui, non, t'es pas obligé. Je pense que même si tu sors du stand-up, tu prends l'art en général, un fantaisiste a une mission aussi, et ça fonctionne parce qu'il a compris sa mission. Donc il sait poser des questions, et la réponse qu'il amène à la question, c'est pas dans son stand-up. Enfin, c'est dedans, c'est bizarre à dire en fait. C'est que pour moi, tu peux remplir ta mission sans en parler. Tu vois ? Je vois très bien. Et donc du coup, parce que ça va pas, tu vas participer à un effort commun, même si tu prends un mec comme Eddie Izzard. Eddie Izzard, je me dis pas à chaque moment, ce mec révolutionne ma vision de la vie, c'est un philosophe. Mais en vérité, par exemple, c'est un gars qui monte sur scène en robe avec du vernis et qui n'en parle pas. En soi, c'est un choix. Ce qu'il fait à côté, c'est-à-dire qu'il est connu, puis il fait des marathons pour les pays pauvres et des trucs comme ça. Tout ce qu'il fait, en fait, participe à quelque chose de plus grand que lui. Quand bien même, sur scène, tu te dis, il fait des blagues avec des ratons laveurs qui mettent des coups de pied dans les tibias. Mais en vérité, ça participe, je pense. Ok. Ouais, non, mais je vois le genre. Mais c'est plus subtil, tu vois. Bien entendu, quelqu'un qui arrive et qui dit bonjour, voilà, j'ai vécu dans la rue et je vais vous en parler. Oui, là, forcément, tu dis, je vois où il va. Tu vois, ou tous les stand-up féministes qui apparaissent en ce moment. Mais je pense que tu peux être féministe tu peux être féministe pour toi-même. Et en fait, ça va juste influencer la manière dont tu vas faire tes prémices, la manière dont tu vas, quand bien même t'en parles pas. Ça veut dire que je pense que si t'es dans la cause féministe et que c'est quelque chose que t'as envie de défendre, quand bien même tu le défends pas sur scène, tu ne vas jamais dire vous les femmes, tu vas jamais genrer, tu vas écrire des trucs plus neutres, tu vas ramener des trucs à toi-même, même si tu parles de hier j'étais à la préfecture. Tu vois, je vois ce que tu veux mais dire. Au moment où tu dis hier j'étais à la préfecture et là j'arrive devant envoyer la gonzesse typique, tu diras jamais la gonzesse typique parce que toi-même t'es déjà dans une démarche où tu as évolué et où tu te présentes
avec ton évolution sur c'est scène. même pas une démarche, je crois que c'est que je vois même plus le truc de la gonzesse typique à la base, peut-être aussi. C'est-à-dire J'arrive à la préfecture, je penserai pas Voilà, c'est à ça. la gonzesse typique dès le départ. Quoi. Je préjugeais pas de ton féminisme. Oui, non, mais en gros, tu vas pas te dire, au moment où tu vas vivre la situation, tu vas juste te dire, ah, une personne relou. Ouais, exactement. Mais tu vas pas dire, ah, une mal baisée. Ouais, et c'est là que t'es plus dans le même contexte. Et c'est ça qu'on reproche aux humoristes un peu à l'ancienne. Parce qu'il y a des gens très à l'ancienne et on n'a rien à leur dire. Puis il y a des gens à l'ancienne qui ont l'air tellement contents de faire leur blague où il y a un homme qui frappe une femme. Tu vois, que il a l'air tellement de trouver ça drôle en disant c'est de l'humour noir. Et tu dis, mais non, mais là, le problème, on n'est même plus dans est-ce que c'est provocateur ou pas. C'est qu'on voit bien que tu l'as pas fait par provoque. Et que Pierre-Emmanuel Barré pourrait dire la même vanne que Tex, c'est pas la même intention, et tu sens qu'en fait l'intention est pas la même. Après, je pense que prêter une intention à Tex c'était une erreur aussi. Je pense qu'il a pas d'intention, Tex à la base. Oui, bah c'est le problème. Mais voilà, c'est exact, ça rejoint exactement ce que je dis, c'est que le gars il est en roue libre, il fait ce qu'il veut, voilà. Et puis il y a un entre-soi aussi. Ouais, mais après, enfin, pour parler de Tex en particulier, qui est un peu ridicule et bizarre, mais sa blague, c'est une blague que t'entends dans des dîners c'est entre la blague potes, de mon oncle sexiste, ça, ouais. On connaît cette blague en plus. Ouais, voilà, enfin, qui est connue limite et qui machin. Enfin, je veux dire, de stigmatiser ça, je pense que tu crispes aussi toute une partie de la population avec lui, quoi. Parce qu'il y a des gens qui. Ah oui, bien entendu, mais après, je pense qu'il y avait un truc au-delà avec Tex. Oui, Tex, je pense que c'est la blague de trop, ça faisait surtout beaucoup de temps que tout le monde cherchait une bonne raison de le virer, en fait. Exactement. Donc, à un moment. Mais pour revenir du coup, t'es quand même payé très cher pour poser des questions de merde sur le service public à des coupes de base. Est-ce que tu peux au moins avoir l'impeccabilité ou l'irréprochabilité de pas aller faire le mariole sur tu vois, et de raconter des blagues, tu vois. Je pense que tu regardes un épisode des Amours, t'en as 4. Si Michel Drucker faisait ça, il aurait le même problème. Qu'à un moment on dit bah non. On veut pas ça. Toi, t'es le tonton gentil qui reçoit des couples et qui pose des questions. Mais du coup, les tontons, les grands tontons sont tous stigmatisés, enfin ont peur de parler aujourd'hui, je pense. Oui, mais parce qu'ils ont grandi comme ça, et tant pour mieux. eux, en fait, il y a deux façons de gérer quand t'as peur. Tu prends, j'en parlais tout à l'heure avec ma meuf, tu prends MeToo. Et il y a des gars qui ont peur. C'est vrai. Déjà, le fait qu'ils aient peur, c'est mauvais signe. Alors, non, le fait qu'ils sachent pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que déjà ils se posent une question. Attends, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Parce que moi, je veux être quelqu'un de bien. Tu fais, mais mec, super, drague-nous alors. Parce que c'est les gars comme toi, on est d'accord, parce que quand on va te dire ah là c'est pas sympa, tu vas dire putain génial, Parlement. Les gars qui s'en foutent, ils sont encore en train de dire hey, t'es bonne dans la rue. Ils ont pas changé. Mais du coup, soit quand t'as peur, tu te poses des questions, tu te remets en question, c'est de comprendre en disant ah apparemment il faut évoluer avec le monde, faut pas rester des trucs qui étaient ok il y a 10 ans. Enfin je sais pas si t'as déjà regardé un bon vieux film avec Michel Belmondo, avec Jean-Paul Belmondo, mais je peux te dire que le N-word est utilisé à tire-larigot, mais vraiment c'est genre c'est cadeau et il y a même pas de réaction, c'est ni un méchant ni un gentil qui le dit, c'est juste la façon de désigner un noir dans ces films-là. Et tu te rends compte, tu te dis mais ça je le voyais quand j'étais petit, ça passait à la télé. Donc faut accepter que la société évolue et que la question c'est pas ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a plus le droit de dire, c'est où on en est. Et à quel point c'est naze de dire ça. Mais je suis complètement d'accord, mais mais je me fais l'avocat du diable, hein. Je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu dis, mais et puis même dire faire l'avocat du diable, c'est pas bon parce que c'est con, c'est pas comme ça que je pense, mais ce que je veux dire, c'est même très factuellement, on parle de 50% de la population, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la population aujourd'hui qui a plus de 55 ans, je crois, donc bon, on va dire qu'ils sont pas tous comme ça dans les 55 ans, mais c'est plus dans ces âges-là qu'il y a des dérapages et des trucs comme ça. Et que je pense que nous, on est donc une génération qui représentons, en enlevant les enfants et les un peu moins vieux, 20-25% de la population, qui avons les outils, qui sachons parler, qui sachons faire les buzz, les machins, les trucs. C'est pour ça que c'est notre travail. Ok, mais ça fait partie du travail. Est-ce qu'on doit imposer ou est-ce qu'on doit dire à ces gens-là, bon bah écoute Tex, voilà ça va pas quoi, mais on va en parler, on va pas t'afficher dans tous les unes de journaux en disant l'animateur raciste. Ça après c'est parce qu'on est dans un truc où on s'américanise un peu là-dessus, je crois. Alors que le vrai truc important c'est pas Tex en lui-même. Moi je suis pas pour les attaques, c'est juste qu'il est devenu malgré lui en même temps il était consentant. Mais ça l'a dépassé, mais il est devenu un exemple visible, facilement reconnaissable d'une problématique qui existe avec ton oncle pendant le jour de l'an ou pendant Noël, tu vois. Ou au fond de toi, tu dis est-ce que je vais m'embrouiller pour essayer de convaincre tonton de pas penser comme il pense depuis 50 piges, ou est-ce que je vais laisser glisser, tu vois. Et ben c'est notre travail. Ça veut dire que tu seras très content quand
ton tonton il ira voir Bill Burr. Ouais. Qui va dire c'est intéressant parce qu'il est comme moi, mais on dirait il a mieux compris. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important. Et d'ailleurs, c'est souvent, bizarrement, le travail des bons privilégiés que nous sommes, d'hommes blancs, voilà, parce qu'en gros, ils font tampon. C'est-à-dire que ceux qui sont sensibles à la cause, en tout cas, c'est ma vision. Mais tu vois, par Patton Oswalt, pour moi, il a fait un des meilleurs trucs sur le féminisme. Non, dans les spectacles d'avant, sur le féminisme et les mots et l'acharnement et le machin, parce qu'en gros, il a l'axe parfait parce qu'il sait à qui il parle. Donc en gros, il dit, si je peux résumer en gros son propos, c'est je vais faire tous les efforts possibles parce que je sais que je suis féministe, je suis pour l'égalité. Mais laissez-moi, je suis vieux, laissez-moi un peu de temps sur les mots. Tu vois. Puis il prend 2-3 exemples en disant on tombe sur quelqu'un parce qu'il a dit transsexuel au lieu de transgenre alors qu'il voulait dire quelque chose de bien, et il fait une démonstration parfaite pour moi et qui du coup sert moins à convaincre les extrêmes de se ramollir parce que ça n'arrive pas, mais qui rassure les gens du milieu qui étaient en train de détester les féministes en disant non mais c'est bon, je peux plus rien dire en fait. Les militants là, ils me rendent fou, je dis bonjour, ils font bonjour, donc on considère qu'il fait pas nuit de l'autre côté de la terre et ils se font allumer, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça là, que le gars qui vous dit que je suis un homme a fait ce buzz là, parce qu'en fait je pense que ça... J'ai joué devant lui au Paname, il était au Paname et oui, j'ai entendu, tu racontais cette anecdote à Café Lossette. Ah oui, peut-être, ok, alors je me répète. Ah non, c'est Seb Melia, il y avait Seb aussi ce soir là, c'est Seb qui en parlait, il disait personne n'a osé rien lui dire. Non, il avait l'air d'avoir passé un bon moment en plus. Bon. Parce que qu'est-ce que tu veux lui dire à part se foutre de sa gueule alors que c'est bon, il a déjà pris. Mais ce gars là, je pense que ça a fait tout ce truc là parce que ça a réellement crispé et ça a mis une question sur le devant ça a mis une question que beaucoup de gens se posent. C'est genre, la manière dont il a réagi, je déteste, mais au fond de moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi il dit qu'il est une femme. Malheureusement, c'est exactement à ça que je me confronte dans la vie, c'est que si j'ai le malheur de dire un mot de travers, le gars monte sur ses grands chevaux et me méprise et me dit que je suis une merde et que je comprends rien à la vie. Or, l'immense majorité des gens, quand ils ont vu le gars monter en l'air, ils ont dit mais pourquoi quoi Personne s'est dit. Mais ça dessert du coup, parce que toi tu bien entendu que ça dessert. Voilà. Mais moi je trouve que ça dessert, mais qu'après, malgré lui, il y a eu un espèce d'effet secondaire incroyable où c'est le moment où j'ai le plus parlé de transgenre, de transidentité avec des gens qui s'en foutaient à la base. Parce que derrière il était relou, hein. En même temps, c'est intéressant ce qu'il raconte. Il y a quand même ce deuxième truc où j'ai fait waouh, effet secondaire. Si on m'avait dit que ce gars avait calculé ce coup-là, j'aurais dit c'est le plus grand génie du monde. Un peu ce que dit Dave Chappelle là, je ne sais plus exactement de l'anecdote, mais quand il dit je veux la meuf qui a dit un truc ultra raciste, qui a fini par servir la cause tellement c'était raciste. Kicker in the pussy. C'est un peu ce même truc. Pardon, hein, je fais beaucoup de digressions. Mais tout ça pour dire que je pense que ça fait partie de nos rôles. Mais du coup, dans ce que tu dis, j'ai l'impression de rassurer la base. Mais c'est du coup le seul truc où j'arrive pas à m'accrocher à ça, c'est le fait que du coup, dans ta vision, il y a une façon objective de voir l'endroit où faut aller, quoi. Non, t'as une vision subjective, c'est la tienne. Oui, mais quand tu parles de cause, quand tu parles de on doit faire ça, c'est notre boulot. Tu peux être d'accord ou pas avec la cause. Après, tu viens pour livrer des arguments. Ouais. Moi, je suis pas du tout contre un stand-upper ultra sexiste. Pour moi, c'est le principe de la liberté d'expression. C'est-à-dire que le gars a le droit de le dire. Je parle même pas. Moi, j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. Il y a un mouvement entre guillemets qui va quelque part, qui est mieux entre guillemets si on ouvre ces débats-là, et c'est important. Donc ça, j'en suis conscient. Mais par contre, dans ce mouvement-là, je pense qu'au lieu d'accompagner le mouvement, il y a ce côté de un peu dictatorial de faut aller là-bas, qui, je pense, est contre-productif à plusieurs niveaux entre guillemets, et moi c'est pour ça que je peine à être vindicatif dans ces discussions là. Mais parce que si c'est pas ta nature, donc ta nature c'est exactement de dire ça. Ok. Tu vois, pour moi c'est ce que fait Patton Oswalt. Tu vois, c'est de dire, ou c'est ce que fait Louis C.K. quand il arrive sur l'avortement dès le début, et qu'en fait il pèse le pour et le contre en permanence, et que finalement il prend pour moi une nouvelle voie dans le stand-up qui est que parfois tu peux ne pas avoir d'avis. No vagina, no opinion. Rapport au fait qu'en fait ça te regarde pas, et donc plutôt que de dire j'ai pas d'avis, il a fait un choix, je trouve, d'écriture très malin, qui va dans les deux sens en permanence, en disant tout le temps mais alors quelque part c'est vrai que c'est tuer un bébé. Tu vois, donc on peut pas en vouloir aux gens qui croient qu'on tue des bébés, c'est normal. S'ils croient qu'on tue vraiment des bébés, c'est normal qu'ils aient des panneaux qui soient devant les cliniques, tu vois. Et en même temps,
peut-être que c'est comme chier. Ouais. Tu vois. Et donc en gros, il te dit, bah sinon tu te débrouilles toi-même avec ton opinion et je t'expose des trucs. Du coup, il est dans un rapport presque journalistique de chercher une neutralité. Est-ce que l'objectivité n'existe pas Mais vraiment? cet angle-là m'offre justement très bien le truc, c'est que justement, il pense à ce moment-là à ces gens-là, et ça, je trouve que c'est tellement bien dit. Et tu as sorti le meilleur exemple, c'est que effectivement, si ces gens-là croient vraiment qu'on tue des bébés, ça serait limite horrible qu'ils se rebellent pas, quoi. Donc effectivement, bah, ces gens-là, c'est obligé de les comprendre par défaut, entre guillemets. Donc ça crée des impossibilités de dialogue. Mais surtout, c'est pourquoi ils croient ça. Ouais, ah oui, d'accord, arrivé. Non, mais en plus, non, mais lui, il dit pas ça. Mais moi, la question qui m'intéresse, quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, si je considère que mon opinion est valable pour des raisons très factuelles, genre je me suis renseigné et que j'ai l'impression que la personne en face, non. Il y a une autre question qui se pose qui est plus importante d'un point de vue de l'espèce humaine et de la civilisation. C'est pourquoi cette personne pense ça. Où est-ce que ça pêche? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est l'intérêt que moi j'aille lui expliquer que non, c'est pas tuer un bébé, s'il le ressent, qu'il le pense comme ça? Souvent, c'est beaucoup de dimanche matin à l'église quand même. Exactement. Et donc c'est une question intéressante. C'est de dire à quel point les gens sont influençables. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de parler avec quelqu'un qui est persuadé d'un truc, de lui dire le contraire, et qu'il fasse « Oh !» Voilà, c'est ça. Ça n'arrive pas. S'il est persuadé, il y a une raison, de la même façon qu'il y a une raison pour laquelle moi, je suis persuadé. Et qu'en plus, derrière, tu dois toi aussi déconstruire parfois des choses dont tu es sûr, parce que peut-être que tu as été je peine à avoir des choses sûres, moi. C'est pour ça que je peine à débattre. Je crois que j'ai pas trop d'opinions très tranchées. Enfin, si, sur évidemment. Mais du coup, ça fait de toi quelqu'un de très proche de la majorité des gens. Donc félicitations. Il y a moyen que tu remplisses des zéniths. Allez, là, c'est parce qu'en fait, parce que si t'arrives à raisonner et à rigoler sur le fait que tout ça est beaucoup trop compliqué, t'es dans une démarche personnelle en fait. T'es dans une vraie représentation de ce que beaucoup de gens se disent. Waouh. C'est compliqué en fait. Bah, moi j'ai compris ça. J'ai vraiment fait un jour un rapprochement entre dans les films, les débats qu'il y a dans les films ou les discussions qu'il peut y avoir où les gens disent un truc et après ils partent et ils retournent le cerveau de tout l'auditoire. Et dans la vie, ça n'existe pas, quoi. Tu parles jamais avec quelqu'un et tu le mets jamais face à un truc final où la personne parle plus derrière, quoi. Donc il y a vraiment ce truc de ça existe que dans les films, ce moment où tu dis la dernière phrase et le mec, bam, tu le laisses les yeux dans le vide, toi tu te retournes, tu t'en vas et tu l'as changé à tout jamais. C'est parce que la règle de ton dialogue en écriture dans une séquence, il faut envisager ta séquence de dialogue comme un deal. Ça veut dire que c'est toujours, après bien entendu il y a des exceptions en fonction de ce que tu fais artistiquement, mais on va dire la règle générale sur laquelle tu te bases, c'est que c'est vraiment comme si je dois t'acheter une bagnole. C'est un deal. Et à la fin, soit j'ai eu la bagnole au prix que je voulais, soit j'ai pas eu la bagnole. Point, fin du deal. Et d'ailleurs c'est comme ça que tu sais que ta séquence est finie. Mais donc ça donne un effet qui est que la personne dit non, ce sera demain à 7h. Et le gars dit bien. Et là, ta séquence se coupe parce que tout ce qui va se passer après, ça sert à rien d'un point de vue de la narration. Mais par contre, tout ce qui se passe après, ça existe dans la vie. Tu vois. Et en gros, dans la vraie vie, c'est la personne, t'essayes de la convaincre. Et en vérité, le seul truc que tu fais à la fin, c'est que tu dis écoute, je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. J'ai compris ton opinion, t'as compris la mienne. Moi, j'espère de mon côté que tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Maintenant, prenons un verre et faisons autre chose. Mais ça n'existe pas, je crois. Il n'y a plus le goût du débat, j'ai l'impression. Mais moi, c'est ce que je fais tout le temps. Oui, moi aussi, mais j'ai l'impression que les gens essaient de se convaincre à 100% ou rien, quoi. Tu vois ? Convaincre soit tu viens de mon côté, soit t'es pas de mon côté, quoi. Il n'y a pas de tiens, je t'ai fait réfléchir, mais en général, quand tu dis bon, écoute, là, on est en train de tourner en rond, la personne, elle se dit oui, c'est vrai que là, on tourne un peu en rond. Parce que en général tu dis ça fait 17 fois qu'il y a les mêmes arguments dans le même ordre qui tournent en boucle et tu dis moi en tout cas je suis content parce que j'ai l'impression de t'avoir dit ce que j'avais à te dire et au contraire si t'essayes un minimum de convaincre quelqu'un, si la cause est importante, je parle pas de négocier qui a l'étagère du haut avec ta coloc, je parle vraiment de un truc où tu dis putain ça serait bien que ce gars il comprenne que c'est relou c'est quand il fait ça avec les meufs, tu vois. Tu sais que tu vas pas lui dire mec c'est relou quand tu fais ça avec les meufs et bon sang personne ne me l'avait jamais dit. C'est fini. Mais pourtant mon père me disait tout le contraire mais toute cette éducation et puis tous ces 5 ans où j'étais pick-up artiste et j'ai lu The Game, je les efface d'un coup parce que t'as dit une phrase. Ça n'arrive pas, tu vois. Les gens sont dans des schémas, dans des cycles mais je pense que les gens voient quand t'es bienveillant. Oui, c'est possible. Perso, je ne suis qu'amour. Ça veut dire que je ne dirai jamais à quelqu'un quelque chose qui n'est pas réellement dans son intérêt selon moi, mais c'est bienveillant. C'est-à-dire que je me dis, il n'en sera que mieux dans sa vie. T'as toujours été comme ça ou t'as évolué comme ça ? J'ai évolué comme ça. Parce qu'à 20 ans, je voulais avoir raison. Maintenant, je veux pas avoir raison, je veux que les gens aillent bien.
Donc, Waouh. voilà. Et donc parfois, pour que les gens aillent bien, ça consiste pas à leur arracher t'as raison parce que t'es un champion du monde de la rhétorique. Je pense que je suis bon en rhétorique, mais à un moment, c'est contre-productif d'arracher un... Vas-y, c'est quoi? Ok, t'as raison. Parce que déjà, tu le sens dans le t'as raison. Oui, le gars, je pense pas du tout que t'as raison. Il pense juste que t'es chiant. Ouais. Donc, plus ça va, plus je dis, écoute, repense-y, parle-en autour de toi avec d'autres gens, parce que je suis pas à la voix de Dieu. Et donc, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus tiède. Mais de temps en temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années, en fonction des gens, les gens reviennent en disant, on avait parlé de ça et tout. Ouais, en fait, c'était pas con. Ouais, c'est vrai. Et ils le reconnaissent volontiers. Mais sur le coup, on a tellement érigé le débat comme un truc stérile, comme une bagarre. On dirait que c'est les rap contenders quand t'as un débat à la télé. Oui, c'est vrai. Que t'es un perdant quand t'as eu tort. Avoir tort, c'est perdre. Ouais. Alors qu'en fait, avoir tort, c'est évoluer. Mais c'est hyper dur. C'est une blessure d'ego incroyable d'avoir tort. Donc, donner tort à quelqu'un, c'est pas la bonne solution. c'est vraiment lui mettre une droite. Alors que s'il rentre chez lui, qu'il y réfléchit, en fait, il va avoir raison de changer. Il va se dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Puis il va évoluer à son rythme. Il va pas partir avec une blessure d'ego de il avait raison, j'avais tort. Ok. T'es en mission là-dessus? Enfin, je veux dire, on sent quand même un côté missionnaire un peu. Je suis pas en mission, mais c'est vrai que... C'est un nouveau truc. Quoi. Oui, c'est vrai que si quelqu'un arrive et qu'il a ce qu'on appelle un propos problématique, cette expression bien énervante, qui déjà te braque automatiquement. Dès que quelqu'un te dit waouh, c'est vraiment problématique ce que tu viens de dire. un propos problématique là, mais je vais t'expliquer. Wow. J'ai déjà envie de partir. En fait, tu vois quand il y en a pas beaucoup des gens qui sont malveillants ou méchants. Ouais. Les gens sont souvent plutôt malheureux ou préoccupés, plus que malveillants ou méchants. Ou alors on leur a mal transmis, tu vois. En ce moment là, dans ma vie, alors là, je vais partir en méditation. Là, si je l'évite, c'est normal. Ouais, c'est parti. En ce moment, dans ma vie, je réfléchis beaucoup à l'amour. Ok. Et je pense qu'il y a une approche très mauvaise de ce qu'est l'amour. C'est censé être le sentiment le plus pur. Et je pense qu'on s'auto-alimente, même culturellement, même même artistiquement, dans tout, et dans nos relations à l'autre, et dans la manière dont on a vu les autres évoluer autour de nous, dans les conseils qu'on se donne. Il y a une erreur, je pense, perso, après c'est que mon avis, toujours. Je le précise parce que je me rappelle qu'on parle dans un micro. Bien Ce sûr. n'est que mon avis. T'inquiète, j'ai une opinion aussi là-dessus. Il y a une erreur fondamentale sur ce qu'est l'amour, en fait. Et c'est des choses qu'à maturité, on arrive à faire avec l'amitié. Et moi, c'est ça qui m'a amené à cette réflexion, c'est qu'on arrive à le faire avec l'amitié. C'est-à-dire qu'à 20 ans, t'es capable d'embrouiller ton pote parce que c'est censé être ton meilleur pote, mais qu'il est parti au cinéma sans toi et il t'a pas prévenu. Et tu dis, mec, je croyais qu'on était meilleurs potes et tout. J'apprends que t'es allé voir Bad Boys sans moi, alors que tu sais que j'adore Will Smith, tu vois. Et t'es capable de t'embrouiller. Et puis à un moment, t'évolues dans ta vie et tu te dis juste, cool, tant mieux s'il est allé au cinéma. Ouais. J'irai avec quelqu'un d'autre. Tu vois. T'es plus libre là-dessus parce qu'en fait, ton sentiment, parce que l'amitié c'est que de l'amour, l'amour que tu portes à cette personne devient un amour plus pur où tu ne souhaites que du bien à cette personne, tu veux juste que cette personne soit contente. Si cette personne te dit là j'ai besoin d'une semaine tranquille tout seul, t'es pas en train de t'arracher le visage en disant mon Dieu, et c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire en amour. Et alors ça c'est, moi la réflexion que j'avais, c'est marrant que tu sépares amitié et amour, parce que la réflexion que j'ai eu récemment, justement, en fait, je le sépare pas. Mais je trouve qu'ils sont séparés alors qu'on évolue plus vite sur l'amitié. Tu l'as ramené à la fin ensemble et ça va avec ce que moi, c'est qu'en fait récemment j'ai eu un espèce de déblocage en me demandant pourquoi j'avais pas eu de petits déclics de cœur entre guillemets pour une meuf depuis un moment, tu vois, genre de trucs qui me disent j'ai envie de me battre un peu pour elle ou de me voir et ça fait quelques années que ça m'est pas arrivé. Et en fait je pense on se trompe sur la conception de l'amour pour moi aussi, parce que je pense que en fait l'amour ça englobe la famille, les potes. En fait j'ai de l'amour pour mes potes, j'ai de l'amour pour ma famille et tout ça. Et en fait je pense que l'amour ultime entre guillemets c'est vouloir vraiment passer beaucoup plus de temps avec une personne, ce qui crée le couple entre guillemets. Mais j'en ai pas forcément besoin entre guillemets pour l'instant. Mais c'est même pas une conséquence ou une cause de l'amour de vouloir passer du temps avec la personne. Je pense que c'est même pas forcément lié. Je pense que t'as peut-être que t'as des amis que t'adores. Mais si tu partais 2 semaines en vacances avec, tu les frapperais au visage. Oui, non, mais c'est pour ça que j'en allais arriver au dernier point. Il y a aussi le truc sexuel, quoi, qui fait qu'à un moment donné, partager la vie sexuellement avec quelqu'un, c'est encore un autre délire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi d'ailleurs, entre guillemets, sexuellement, moi, il y a un côté badant, entre guillemets, aujourd'hui, de coucher avec des meufs sans lendemain, etc. Parce que
Bah, je me souviens des fois où ça voulait dire, où ça était avec une meuf qui compte et c'est autre chose, quoi. Et c'est à 28-29 ans, ça commence à être un truc que je recherche. Et je pense que ce truc-là, c'est. Ouais, mais c'est pas forcément opposé. Tu peux trouver du plaisir dans les deux. L'acte sexuel en lui-même est plaisant. Bah ouais, mais ça, en fait, ouais. Non, mais tu vois, c'est comme si t'étais vraiment vénère. Mais tu vois, moi, le sexe avec une meuf que je connais pas, c'est une activité, c'est comme une soirée FIFA pour moi, c'est pas mieux. Ouais, bah c'est super une soirée FIFA. Ouais, voilà, mais c'est pas mieux. Tu vois, oui, mais et pourquoi ça devrait être mieux? Oui, mais du coup, je cherche pas forcément. Je suis très content de faire une soirée FIFA. Vois, je suis très content de oui, baiser. mais c'est beaucoup plus facile de faire d'organiser une soirée FIFA. Bon, si. Il n'y a pas d'application pour organiser les soirées. Pas d'application, moi. Non, après je vois ce que tu veux dire, mais en fait c'est plus parce que il y a aussi le moment, il y a un truc un peu culturel, je pense, de société où on sort de l'adolescence et qu'il y a une espèce de revanche à prendre sur le moment où on n'y arrivait pas, on y arrive un peu plus, alors on le fait parce qu'on y arrive. Tu vois, on le fait pour la même raison que les chiens se lèchent les couilles, parce qu'on peut. Bah ouais, mais du coup, moi j'ai eu cette période de vingtenaire, j'ai eu la chance d'être dans une école de cœur, des trucs comme ça où j'ai fait mes expériences, et si tu veux, là j'en arrive au stade. T'arrives à la lassitude parce que tu dis à quoi bon. Lassitude, oui, c'est un grand mot. Encore une fois, quand ça m'arrive, je suis très content. Oui, mais c'est génial quand ça m'arrive. Parce que plus ça va arriver, plus tu vas chercher le truc qui est vraiment bien. C'est comme une soirée FIFA, en fait, t'as raison. C'est-à-dire qu'une soirée FIFA avec trois potes relous, c'est relou. Et avec 3 potes super, c'est une super soirée FIFA. Bah là, c'est pareil. Un plan cul avec une meuf, tu sais même pas pourquoi tu baises. Ça n'a aucun sens. Et une meuf, tu sais pourquoi, quand bien même c'est pas de l'amour pur, je veux lui faire des bébés et qu'on se marie, il peut y avoir un truc cool. C'est juste que tu te mets à être un peu plus regardant. Mais du coup, d'ailleurs, c'est plus facile à organiser quand même. Ouais, oui. Mais mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire tu le mets au même degré, mais c'est pas la même chose. Tu te dis pas putain j'ai envie de baiser, mais bon tant pis j'y arrive pas, je vais faire une bonne soirée FIFA. Si, justement. Je vais jouir de la même façon et tout. Ah toi tu jouis pendant les soirées FIFA et tout. Mettre un bon 5-0 à un pote, il y a pas l'éjaculation, mais la sensation interne est incroyable. Hein. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, je pense qu'on s'éloigne de l'amour. En fait, on va dans autre chose que pour moi c'est. Faudrait qu'on arrive à purifier l'amour. Que ce soit juste souhaiter du bien et du bonheur à quelqu'un. Et pourquoi il est pas pur en ce moment ? Qu'est-ce qui le rend impur entre guillemets l'amour du moment ? Je pense qu'il y a plein de... Tu sais, c'est un carrefour de plein de trucs. Je sais pas si t'as vu le dernier Elisa Schlesinger ? Non. Non, tu vois pas ? C'est une stand-upeuse qui est sur Netflix. Oui, mais on a parlé hier de ce special. Elle en parle pas mal. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je crois qu'elle a lu, il y a une BD qui a un peu tourné, tu vois, que les gens se font un peu tourner en mode, tu vas tout comprendre, qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles. Les Sentiments du Prince Charles. Les Sentiments du Prince Charles. Qui est une blogueuse qui a été éditée, qui a été traduite en France, je sais plus de quel pays elle est, et qui parle un peu de. Ouais, tu vois, homme-femme, tu vois, féminisme, qu'est-ce qui se passe pour nous les femmes, tu vois. Et je pense qu'on est au carrefour de plein de trucs comme ça. Ça veut dire qu'il y a plein de promesses qui nous ont été faites dans les chansons. Je pense que si on est autant capable de donner de l'amour en amitié et d'être libre et de se souhaiter bien du bonheur, c'est parce qu'on a regardé Friends et qu'en gros c'est l'histoire de gens qui galèrent. Si on reste un peu raciste, c'est qu'on a regardé Friends du coup. Oui, peut-être aussi. Si on cherche des potes qui nous ressemblent, c'est peut-être aussi ça, c'est qu'ils se ressemblent vachement entre eux, tu vois. C'est qu'on regardait Friends. Ouais, j'ai beaucoup regardé Friends. Et de l'autre côté, on regardait Ma Famille d'abord et Le Prince de Bel-Air. On nous a un peu envoyé parce que c'était américain et que chez eux c'est un peu plus tranché. Le côté traîner entre vous, quoi. Mais c'était pas mon propos. Non. Même pas tout de suite sur le racisme. Attends le premier épisode de la deuxième cinquantaine. Le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de promesses qu'on nous a faites de l'amour. Tu vas voir, déjà l'amour c'est génial parce que tu vas courir en slip dans la rue en hurlant le nom de quelqu'un, alors qu'il n'y a pas plus fou et débile que de faire ça. Mais il y a un moment où tu en as besoin. Tu as une phase à l'adolescence jusqu'à tes 20-25 ans où tu rêves de vivre des grands trucs fous qui vont te permettre d'écouter les musiques que t'aimes bien vraiment à 100% de leur capacité, tu vois. Tu veux que la meuf elle parte d'un coup comme ça en claquant la porte et après tu vas te mettre le morceau triste que t'adores en disant putain là je suis dedans là, tu vois. Là je comprends toutes les paroles, tu vois. Exactement. Et je pense que tout ça ça participe à un truc qui fait que on perd de vue que ce que tu disais qui est très juste et que l'amour c'est un sentiment général que tu peux avoir pour ta mère, pour ton enfant, pour tes amis, pour un inconnu, pour ta meuf, pour ton gars. Mais je pense que c'est important parce que quand tu décompartimentes tout ça, en fait, t'es encore plus capable d'être bon. Je pense que je donne la même dose d'amour entre guillemets à ma famille ou à mes amis qu'avant cette réflexion, mais là il est localisé et il est assumé entre guillemets. Il y a un côté de... Pour moi c'est l'enfant pauvre en vérité le couple. On s'en rend pas compte parce qu'on croit que c'est au centre de tout, mais en vérité les phrases qu'on dit c'est toujours la famille d'abord. De toute façon il y a un seul endroit où tu pourras rentrer, c'est dans ta famille. Puis après ta deuxième famille c'est tes amis. N'oublie jamais que tes amis c'est tes amis qui sont toujours là pour toi. Bro before hose, soirée pyjama entre meufs parce que les gars c'est tous des connards. Et après il y a le couple.
Ouais. Et c'est trop tard en fait. Le temps que tu fasses tes petites aventures, t'as 35 ans, tu te maries. Et tu dis, tu restes sur si tu réfléchis pas plus avant, tu restes sur, les meufs, elles sont chiantes, on peut pas faire avec, on peut pas faire sans. Alors que t'as beaucoup plus avancé avec ta famille, avec tes amis, qu'en amour. Il y a le schéma, le schéma de se déstructure de plus en plus d'ailleurs, parce que récemment d'ailleurs j'ai daté avec une meuf qui m'a annoncé à la fin de la date, malheureusement, ça m'aurait fait gagner du temps qu'elle me le disait au début, mais qu'en fait elle était polyamoureuse du coup, et que c'est, en fait, il y a de nouvelles façons aussi de voir ça. Mais parce que toi tu voulais. Moi, c'est pas possible d'être avec une meuf polyamoureuse, quoi. Mais pourquoi tu voulais être en couple avec elle ? Bah, on était en date, tu vois. Enfin, en gros, le fait qu'elle soit polyamoureuse fait que j'ai pas envie de la revoir à la base. T'as enlevé tout espoir futur de possibilité d'être en couple. Ouais, voilà, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de coucher avec une meuf qui va le lendemain peut-être aller voir un autre mec, et c'est assumé de sa part, tant mieux. Je vais pas insulter, enfin, j'ai pas dit que c'était mal. Hein. Non, j'entends bien, mais quand tu vois une meuf qui est pas polyamoureuse et que juste tu baises avec, et après le lendemain t'es en train de faire une soirée FIFA avec tes potes, tu crois que pendant ce temps-là, elle regarde une photo de toi en écoutant de la musique douce ? Non, c'est pas pour. Elle baise aussi avec un autre mec. Peut-être, ça c'est pas le truc, c'est que je fais rarement. Enfin, quand j'ai une date ou quoi que ce soit, après il y a les coups d'un soir, ça c'est plus quand t'es bourré machin, ça t'arrive, ça c'est, je sais pas si les meufs avec qui ça s'est passé en soirée et tout, je connais pas leur, mais à partir du moment où il y a une date et que tu parles pendant 2 heures 3 heures et que généralement il y a pas de sexe à l'issue de ça, si tu me plais, si on se plaît, tu me partageras. Voilà, c'est la promesse. Ouais, c'est ça, il y a même pas de sexe à l'issue de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi il y a ce côté de bon, c'est pas grave, mais non quoi, pas pour moi. Ah ouais, marrant. Et elle te le dit à la fin. Ouais, enfin ouais. À la fin, c'est quand même censé être l'information numéro 1. Bah ouais, mais en fait, elle l'a fait d'une façon un peu en mode, elle a dit, tiens, enfin en gros, elle parlait d'un autre mec, et on avait parlé un peu dans la conversation avant, et en fait, je comprends qu'elle est plus ou moins avec, quoi. Ah oui, alors toi tu disais, elle est peut-être en train de quitter son gars, et... Je sais pas, ou je pensais que c'était un pote, enfin je sais pas ce que j'ai pensé, d'ailleurs je crois que t'es beaucoup dans le déni quand t'as une date, c'est possible. Parce qu'en fait, elle l'a dit à la première minute, mais je me suis dit, je vais la faire changer d'avis. Et à la fin, quand elle avait pas changé d'avis, je me suis dit, bah pourquoi ? Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf qui veut pas que le monde tourne autour de moi ? Non, mais je les comprends vraiment pas. Bref, du coup, voilà, il y a aussi la notion de couple se déstructure en ce moment aussi. Et je pense que c'est peut-être aussi une bonne chose, potentiellement. Ah ouais, bah complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec le polyamour. Je suis d'accord avec tout. Non, mais je suis d'accord avec tout. Moi, je suis d'accord avec elle. Non, mais je peux pas moi, mais je suis d'accord avec ça. Hein. Ouais, mais je pense que vu la démarche dans laquelle t'es en train de te mettre, mon gars. Moi, je trouverais sûrement personne. Non, mais peut-être qu'à un moment. Non, gars, genre, je vais te dire ça. Non, mais bon. Vu la démarche que tu vas être une merde, ok, tu seras seul toute ta vie. Tu m'as rendu ça, oui, je sais bien où tu veux en venir. C'était pas du tout ça. Je pense que tu vas t'ouvrir, je vois un peu ton délire et tout, comment t'analyses les choses, comment tu réfléchis, tu t'es pas braqué ni rien. Peut-être que ça sera marrant, dans 5 ans on refait un café au Losset, ce sera le numéro 350 et tu diras bon alors polyamour, parlons-en, parce qu'en fait moi là avec mes 2 meufs et mon gars on se prend la tête et tout, et je dirais ok. Non, je crois pas vraiment, malheureusement. Je crois que vraiment ça fait partie de mon je pense qu'on est vraiment quand même une somme de sa mémoire, une somme de ce qu'on a été, une somme de notre machin, et je pense que autant je suis ouvert sur moi tout. J'étais exactement comme ça et je suis plus du tout comme ça. Parce que je pense que ça vient avec la jalousie et la possessivité. On peut en parler de la jalousie, t'as fait un marché par dessus qui m'a beaucoup intéressé. Mais oui. Ouais, et que la jalousie et la possessivité, une fois que tu t'en débarrasses, tu te rends compte du poids que c'était en fait. Oui. Et c'est très compliqué de pas se rallier un peu. Moi, si je suis pas polyamoureux, c'est parce que j'ai pas l'énergie. Okay. Vraiment, j'ai essayé, j'ai vu que c'était mort. Je fais waouh, je peux pas tenir, tu vois. C'est autre chose. C'est comme de dire pourquoi tu es auteur mais tu fais pas du patinage artistique. J'ai pas l'énergie, j'arriverai pas à faire les deux, et qu'à un moment j'ai besoin de me consacrer à un projet qui fonctionne et d'y mettre toute mon énergie. Mais je suis d'accord sur le principe en fait. Mais moi, c'est même pas de la possessivité ou de la jalousie, parce que jaloux, je l'ai été. Mais si, parce que ton premier réflexe, c'était de dire je veux pas que la meuf le lendemain elle couche avec un autre gars. Oui, mais c'est-à-dire que t'as mis un autre gars dans l'équation qui existe même pas, une espèce de gars hypothétique. Bah si, qui était là, enfin, on en a parlé de ce mec. Oui, non, mais tu vois, qui existe pas dans ton monde. C'est-à-dire que. En tout cas, moi, c'est pas une question de possessivité, peut-être, enfin, plus exclusivité que possessivité, c'est que moi, j'ai quand même encore ce fantasme, entre guillemets, de trouver une personne. Et avec qui je serais pas jaloux, tu vois, genre moi j'ai des modèles de couple où les gens sortent séparément, ils font la teuf, ils se font confiance, il y a pas de stress, vraiment zéro stress. Elle peut coucher avec d'autres gars et tout. Non, justement, par contre c'est toi quoi, voilà, t'es la personne avec qui... donc c'est pas une critique en plus pour le coup, parce que là t'es vraiment la majorité du monde. Oui, je vais pas venir faire mon malin, genre on est tous comme ça maintenant, Louis. Mais la possessivité, c'est ça. C'est pas quelque chose de mauvais, parce qu'en fait il suffit de te mettre avec quelqu'un qui est dans le même contrat, et que après c'est un engagement que vous avez l'un pour l'autre, ou parce que tout est complètement arbitraire, parce que
C'est bien beau l'amour, mais c'est les actes qui comptent, c'est les preuves d'amour. Oui, c'est vrai. Et à partir du moment où tu te mets avec quelqu'un pour qui c'est une preuve d'amour que tu ne couches avec personne d'autre, et que pour toi c'est une preuve d'amour qu'elle ne couche avec personne d'autre, bah, vous êtes bien content, vous êtes bien d'accord. On s'est trouvé. Vous aurez les problèmes qu'il y a parfois dans les séries télé, c'est que s'il y en a un des deux qui déconne, bon bah le problème c'est moins qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre que le fait qu'il ait pas tenu son engagement et que donc il t'ait trahi. C'est vrai. Mais donc c'est pour ça que c'est pas du tout. Je dis juste, j'étais pas en train de te dire c'est ce que tu vas devenir, j'étais pas en train de faire une prophétie nulle. Non. Je dis juste que vu ton attitude et tout, ça se trouve à un moment tu vas faire clic-clac parce que moi je disais exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'était très ouvert dans le discours, mais je disais, mais malgré tout, moi je sais que ça sera pas mon délire. Ton clic-clac, ça a été quand ? Il y a 5 ans, 4-5 ans. T'as vu, lu, parlé avec un. Non, en fait, je pense que j'avais résolu. On rentre dans les trucs vraiment deep et tout. Ça va être je suis content de cet épisode. J'espère qu'il y a des gens de 20 ans qui écoutent en disant je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que c'est vieux, c'est ça non, bah d'ailleurs je vais le faire aussi. Allez. Est-ce qu'il faut que je me mette près de ta fenêtre ? Non, c'est bon, c'est fini ça. Comme j'ai ménage. Ah, t'en bats les couilles. Ouais, maintenant je m'en bats complètement les couilles. Tu voulais pas que les murs jaunissent pendant 2 ans. Exactement. Si t'en veux une, tu peux. Non, c'est bon. Attends, ce que je me doute que tu vas couper, est-ce que t'es un gars bien et que tu veux pas dire que tu fumes Si, maintenant je m'en fous. Putain, t'assumes. Putain, moi j'ai recommencé à fumer il y a pas longtemps là. Ah oui, bah je sais parce que quand je t'avais vu à la nouvelle scène, t'étais en mode arrêt sûr, complet, c'est mort, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, bah ouais, comme tous les gens qui arrêtent. Non, en fait, c'était la première fois que j'ai arrêté. Moi, j'ai pas fumé longtemps. J'ai fumé. J'ai commencé à 30 ans, j'ai 35, 32. Okay. Ouais. Et là, j'ai arrêté parce que ma copine arrêtait. Tu vois, je me suis dit, ouais, je vais pas lui fumer sous le nez. Et en fait, ça allait, tout va bien quand j'ai arrêté. Mais pas en été. Quand l'été est arrivé, avec les apéros, les bonnes bières en terrasse, les discussions sans fin jusqu'au bout de la nuit. Là, j'ai dit, je vois l'intérêt de la clope. C'est beaucoup trop dur. Et donc là, maintenant, je me dis, on va peut-être essayer d'arrêter 6 mois sur. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. On va tester ça, mais je pense que c'est très dur, ça reste une drogue. J'aimerais bien que les gens voient la position dans laquelle on se parle dans ce moment. Ouais, c'est très bizarre. On dirait que je vais t'emballer. On dirait que j'essaie de t'emballer, mais que je suis trop loin. Il se rapproche de moi et moi je m'éloigne du canapé. Donc c'est bon, je peux allumer cette cigarette. Vas-y, moi je vais meubler le blanc pendant ça. Blablabla. Non, c'est bon. Tiens, je peux prendre ça, ouais. Et oui, donc le déclic, c'était qu'en fait, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir moins de problématiques dans... Justement, c'est pour ça que je disais, je pense que l'amour vient en dernier dans les trucs que tu règles. Parce que l'amour, on te l'a tellement prémâché dans tout ce que tu as vu que tu le remets pas spécialement en question. Et puis je pense que pour être capable de vrai amour, il faut résoudre les choses avant aussi. Ouais, parce mais c'est surtout par exemple, ton métier, par définition, t'obliges à te remettre en question. Parce que toutes les règles qu'on t'a données, ou un CDI c'est super, ou tu vois, fais attention, mets de côté, tu dois les réadapter et tu dois complètement réfléchir non seulement ton métier à toi par rapport à toi-même, mais ta façon d'interagir avec les gens avec qui tu travailles. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est que vers entre 20 et 25, entre 15 et 25, j'ai résolu l'amitié. Ouais. En disant, allô, oui, c'est pour te dire, ton comportement, il est très relou en fait. Faut que t'arrêtes de m'appeler pour me dire que je t'ai pas appelé hier. Ouais. Tu vois, et quand je t'appelle, faut que t'arrêtes de dire, ça fait longtemps que je t'ai pas eu au téléphone. Ouais, parce qu'en fait, là, t'as un problème, toi, à régler. Et soit tu le règles, soit on va mettre une petite distance entre nous. Et sache que c'est vraiment ce qui va arriver. Je vais arrêter de t'appeler toutes les semaines. Tu vois, et c'est des délires d'adolescents. T'as prévenu les gens ? Ouais, en discussion, tu vois. Et puis après, qui même me suivent, qui est d'accord et pas, tu vois. Puis en vérité, tes amis se renouvellent un peu. Puis tu vois bien, il y a des gens avec qui t'es pote depuis 25 ans et c'est parfait. Puis il y a des gens où c'était ultra problématique, ils étaient dans le groupe, mais en fait, ça n'avait pas de sens, c'était une dynamique de groupe, bon, peu importe. Mais tu vois un peu la résolution dont je parle. Puis après, dans le travail, bref, il y a tellement eu de problématiques à régler, tellement de choses à gérer, tellement de règles à sortir de nos culs. Parce que on te les donne pas ces règles-là, tu vois. Mon conseiller d'orientation m'a clairement pas parlé de ça, tu vois. Que du coup tu résous plein de trucs, puis à un moment tu te sens bien. Tu fais putain, ça y est là, mon rapport avec Kian, mon rapport avec la prod, mon rapport avec la chaîne est en bonne intelligence, mon rapport avec mes amis est en bonne intelligence. Et là tu regardes ton couple qui va bien en plus, mais tu te dis bon bah en tant qu'humain, je passe mon temps à essayer de résoudre des problèmes, et puis j'ai plus de problèmes à part là. Mais alors tu parlais aussi peut-être, je sais pas, hein, ça se trouve je fais, mais tu as eu un marché parlé sur l'argent aussi qui était hyper intéressant. Et la petite nuance que tu as, parce que tu disais que l'argent c'était une grosse arnaque, etc. Bon, Marché parlé, c'est un petit podcast que je faisais. Voilà. Je viens de me rendre compte que des gens nous écoutent. Oui. Marché parlé, c'est un petit podcast que je faisais que vous trouvez sur un truc qui s'appelle Radio Navo sur SoundCloud et sur iTunes, où en gros je marche et je parle. Et du coup, tu en as fait un sur l'argent où effectivement tu dis bah, c'est d'arnaque, etc. Est-ce que quand même aussi cette résolution elle vient pas un peu à un moment où tu étais un peu plus confort financièrement ? Ah ouais, carrément. Je pense que ça compte carrément, aussi. Mais ce que je dis dans le marché parlé, c'est que c'est pas parce que l'argent
résout tes problèmes, c'est parce que l'argent ne les résout pas. Et Mhm. que comme on t'a vendu que tout allait aller mieux si tu gagnais au loto, Oui, ça c'est vrai. tu te rends compte qu'en fait, que tes 0 euros ou 1 million, ça va pas régler tes problèmes avec tes parents, ça va pas régler tes problèmes. Tu vois, finalement, ça va te. J'ai jamais dit. En fait, c'est très bizarre, parce que c'est très mal pris quand je dis ça, parce qu'on dirait que je dis, avec 0 euros, t'en sors pareil qu'avec 1 million. Non, oui, non, c'est pas Non, ça. Oui, j'ai ce bien que je dis, compris. c'est qu'avec 2-3 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois, t'auras les mêmes problèmes. Oui, voilà, c'est Dès ça. l'instant où t'as de quoi manger, ne plus trop. T'es plus embrumé par comment je vais faire pour tenir jusqu'à la fin C'est du ça. mois. C'est dès l'instant Tu te poses des où tu t'as peux te ce poser des confort-là, questions. tu te rends compte que tu n'auras que ce confort-là avec l'argent. Et que le reste, ça va être un jeu de dupes. Soit tu vas l'acheter, tu vois, donc tu vas t'acheter des amis, tu vas t'acheter, tu vois, un peu les clichés du gars qui a plein d'amis, mais c'est normal, il invite tout le temps tout le monde. Tu vois. Soit tu vas te rendre compte que tu peux pas acheter ton bien-être et voilà, tu vas pas. Ouais, c'est ça. En fait, l'argent va te montrer que t'as pas résolu certains problèmes, mais on t'a tout vendu en termes de. D'ailleurs, c'est fou parce qu'on le sait un peu maintenant, parce qu'il y a des études, tu sais, où on prend. Je sais pas si t'as suivi ces trucs-là, genre des mecs qui ont étudié des gars qui gagnent du jour au lendemain un grand héritage ou au loto, etc. Ouais. Et puis des gens qui perdent un proche. Et en gros, ils testent leur bonheur plus ou moins scientifiquement, ils essaient de le faire plutôt de façon carrée. Et au bout d'un an, je crois que c'est 1 an ou 2, les deux reviennent au même point. Ok. C'est-à-dire que tu aies une très grande nouvelle ou un très grand bonheur ou un très grand malheur, tu reviens à peu près au même point. Et c'est quoi ce point ? En gros, tu les vois se rejoindre. Ok. C'est-à-dire que le gars a perdu toute sa famille dans un accident de voiture, il est au 6ème dessous. Pendant ce temps-là, il y a un gars en face, il vient de gagner 2 millions au loto. Et puis, si tu les reprends 1 an plus tard, alors au moment où tu les prends à ce moment-là, c'est les gars les plus éloignés possibles, les personnes les plus éloignées possibles. Et quand tu les retrouves, je crois que c'est 1 an ou 2 plus tard, ils sont à peu près au même point. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faudrait gagner au loto le jour où tu perds toute ta famille. Bah, comme ça, tu restes au point du milieu, mais je pense que t'es pas bien. T'es chelou, tu fais waouh, cette journée était vraiment bizarre. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça. C'est oui, l'argent, en fait, t'apporte une réponse qui est que l'argent vient te dire je ne suis pas la réponse. Je pense qu'aussi l'argent t'amène quand même la possibilité de te poser d'autres questions, quoi. Parce qu'en fait, l'argent, on a beau le mettre à un truc où ça fait pas le bonheur ou quoi que ce soit, c'est la première chose à laquelle tu penses quand t'en as pas, quoi. Ça régit ta vie, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème et je suis vraiment personne pour dire à quelqu'un qui est en galère d'argent. Après, l'argument que je donne quand on m'attaque trop fort sur ouais, c'est facile de dire ça avec plein de pain dans la bouche, c'est que je sais que j'étais comme ça avant d'avoir de l'argent. Oui. Mais je suis bien obligé d'admettre que je l'avais en fond de tâche. Comme tu dis, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Les riches qui te disent, ouah, tu sais, et tu dis oui, mais tu vois, j'avais la même réaction. Je disais, ouais, bon, en même temps, donne-le-moi hein, si ça fait pas le bonheur. Tu vois, en tout cas, donne-le-moi. Ça fait pas le malheur non plus, apparemment. Ouais, une fois que t'en as, donc c'est compliqué parce que en gros, c'est comme tu parlais tout à l'heure de baiser des meufs et du fait que t'en fais le tour. Va voir quelqu'un qui baise pas de meufs. Et explique-lui que de toute façon on est au même point toi et moi, c'est qu'à un moment t'en auras fait le tour et donc on s'en fout. Il va te dire ouais bah ok mais je vais d'abord plutôt baiser des meufs. J'aimerais pas faire le tour avant. Je vais quand même le faire moi-même le tour. Donc c'est compliqué. Oui c'est vrai. Donc je viens avec ce retour mais j'ai bien conscience que oui. À part être d'accord et essayer de voter dans le sens du revenu de base et des choses comme ça, je peux pas faire grand chose d'autre que de dire aux gens et le revenu de base dont tu parlais déjà en 2014 avant même que tout le monde l'ait mis sur la table. Bon, ça commençait, ouais. Ok, ça commençait. Je 2014, mais bon, c'était une espèce de vœu pieux. C'est Benoît Hamon, tout d'un coup, qui en a parlé. T'es là, waouh, il y a quelqu'un qui en parle. C'est vrai. Mais bon. Oui, je pense que le revenu de base, justement, aiderait tout le monde à se rendre compte de ça. Ouais. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, il y a quand même moyen, parce qu'on a quand même pas mal d'aides. Tu vois. Ouais. Je me sens plus de le dire à quelqu'un qui touche quand même le RSA et de dire ouais, essaie de faire les deux en parallèle parce que c'est compliqué, ça arrive malheureusement, mais c'est compliqué de se retrouver à la rue en France. Mais aux États-Unis, je vais pas aller dire ça dans le hood, c'est sûr. Hey, les gars, vous vivez à 16 dans une maison en tôle. Ou le développement personnel. C'est vrai. Ils sont c'est chaud. Ils s'en branlent. Et du coup, il y a un autre marché parlé qui va avec et qui m'a beaucoup intéressé sur la créativité. Qui va avec pour moi parce que c'est dans le sens de ce qu'on fait dans la vie en général et je pense que ça va avec beaucoup de gens. Moi j'ai toujours dit que je pense que le prochain tournant viendrait avec
la démocratisation de la créativité, entre guillemets, le fait que tout le monde puisse avoir son espace créatif, je pense que ça ferait du bien à tout le monde, parce que je pense que si les gens sont un peu malheureux, c'est qu'ils peuvent pas être créatifs, entre guillemets, enfin, ils pensent qu'ils peuvent pas l'être. Et tu parlais de ça, tu comparais ça d'ailleurs au sommeil, c'était assez marrant, tu disais que si tu te privais de sommeil, tu serais pas créatif et que tu laissais un peu parfois ton corps ou ton être juste rien, parce que t'avais besoin pour ta créativité de la mettre hors pot. Et comme ça, dès que tu disais que dès qu'on te demandait de l'être, bah, t'étais prêt à l'être parce que tu t'étais laissé du temps ou quoi que ce soit. Ouais, parce qu'en fait, tu auto-crées ton burn-out. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tu pourras en vouloir à personne. Si à un moment, t'en peux plus de faire 2 plateaux par soir, comme tu fais actuellement, et que tu pètes un câble, Ouais. ce sera que de ta faute. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est à toi de le gérer, en fait. Tu peux pas demander à ton patron de te faire moins d'heures. Parce que t'es ton propre patron, donc tu dois gérer tes heures en prenant en compte que, comme t'es ton propre patron, tu dois aussi t'accorder des RTT, tu dois t'accorder des congés, des moments de repos, des week-ends. Et en général, quand t'es ton propre patron, tu fais pas ça. Parce que justement, avec Bref, Bloqué, Serge Le Mito, ou tous ces programmes-là, t'aurais pu ne jamais arrêter ces trucs-là. J'imagine qu'il y avait une demande pour qu'il y en ait d'autres. Et c'est toi, enfin avec Kian, j'imagine, à chaque fois qu'il décidait ce moment de ah bah là on arrête parce qu'on va créer entre guillemets l'effet burn-out si on continue quoi. Ouais, en fait il y a 2 choses, il y a ça et il y a le fait de s'épuiser. C'est-à-dire que si tu commences à t'ennuyer, les gens vont s'ennuyer dans 2-3 mois, sauf que toi tu seras pris dans une saison et tu diras ah on le sentait hein, ouais. Mais on a dit oui pour l'argent. Ouais. Tu vois. Et c'est là que c'est un piège, c'est que comme l'argent, une fois que t'en as suffisamment, en fait c'est plus de l'argent, c'est un score. Et que tu veux juste avoir une black, une carte black, une belle voiture, un machin, un truc, tu veux des signes extérieurs de richesse que tu t'étais posé à toi-même comme des jalons de preuve de réussite, bah au moment où on te dit et si on re-signait pour 2 ans, ouais. T'es épuisé et en même temps tu te dis je peux pas dire non, putain c'est tellement d'argent, alors qu'en fait il faut dire non. Parce que, en fait, comme à la fin tu meurs, le temps est important plus que l'argent, une fois que t'en as. Je précise à chaque fois, oui, que t'en as. Bien sûr. Les pauvres qui m'écoutaient, je ne vous méprise pas. Beaucoup de pauvres en plus. Vous avez raison, les pauvres. Ouais, tout va bien. Je suis pour que vous ne soyez plus pauvres. Je dis pas soyez heureux d'être pauvres. Ouais, non, je comprends. Et du coup, Bref, Bloqué, Serge Le Mito, ça c'est quand même 3 gros programmes qui ont à chaque fois marqué un petit peu le truc. Déjà, si tu devais en choisir un. Bah c'est dur. Ouais, en choisir un, c'est-à-dire bah, celui que là, les 2 autres devaient sortir d'internet. Je pense que je prendrais Bref, mais tu vois, c'est... Oui, non, mais c'est une question de merde. Et du oui, coup, je sais pas. Et du coup, parce que en fait, moi, ce qui m'intéressait, du coup, on va partir sur Bref, c'est là, tu m'as vraiment dit choisir entre tes 3 enfants. Ouais, c'est vrai. Et du coup, au moment où vous faites Bref avec Kian, il y a ce moment, du coup, là, c'est le tout début. Enfin, avant, vous étiez dans la comédie, vous aviez déjà le bordel, je crois. Enfin, vous faisiez déjà le bordel club. Enfin, Kian était dans le stand-up. Tu étais déjà directeur artistique de pas mal de plateaux et trucs comme ça. Mais au moment où vous créez Bref, tu t'es dit à ce moment-là, ça va être ce que c'est devenu ou Pas ce que c'est devenu, mais moi je me souviens que je disais, ça tue. Moi j'étais trop content. Et Kian il tempérait, il était là, vas-y mec, arrête de. J'étais non, franchement, ça tue. Et je dis, à aucun moment je me suis dit, les gens seront d'accord avec moi. Mais moi j'étais vraiment content. Tu sais, parfois t'es content d'un truc, tu fais un truc, un passage sur scène ou ce que tu veux, et t'en es vraiment content. Tu dis là. Et t'en es content pourquoi ? Parce que ça nous ressemblait à 100%. C'était exactement ça. Pour moi, en fait, ça remplissait un vide que je vivais. Ça veut dire que parce qu'il faut se remettre dans le contexte, parce que c'est en 2011 et qu'en fait, on se rend pas compte, mais ça faisait quelques mois pour des gens comme Norman, quelques années pour des gens comme Cyprien. Il n'y avait pas Internet, c'était encore pas la vidéo. YouTube avait pas encore tout défoncé. Il y avait des trucs sur Dailymotion. Il y avait un vide en fait. Et j'étais content pour moi-même. Pour moi, ça remplissait un vide. J'avais vraiment la sensation de faire quelque chose que j'avais envie de voir et qui n'était pas là et que j'aurais été content de voir si c'est pas moi qui l'avais fait en fait. Mais c'est marrant parce que ça, je me suis fait la réflexion sur Bref et Bloqué en particulier. Je crois que je l'avais pas dit à Kian pendant le podcast. Je crois que je me suis fait la réflexion après. Mais ces 2 mots, enfin, si je dois résumer l'état d'esprit d'une génération au début des années 2010, le mot bref correspond très bien. Et si tu prends la génération aujourd'hui telle qu'elle est, machin, le mot bloqué définit très bien. C'est quand même 2 mots aussi. Tu vois, le côté bref, bon, ça doit aller vite ou quoi que ce soit. Oui, et maintenant, le côté bloqué, on est bloqué, on prend plus le temps. Je pense que ouais, c'est dans début 2010, 2011, tout ça, il y avait un besoin que ça aille plus vite parce qu'on était tributaire des trucs lents qui préexistent. C'est-à-dire qu'on était encore à cheval, enfin, même beaucoup sur la télé.
et on commençait à monter à cheval sur Internet, où là ça s'inverse. Donc là maintenant on est servi, notre génération est servie, ça y est. Mais en 2010 on n'était pas vraiment servi. On avait des trucs cool, mais qui nous étaient un peu imposés, qui étaient un peu... Il n'y avait pas encore un programme qui avait pris en compte que notre génération, quand elle regarde un truc, dès que c'est un peu trop lent, elle avance sur le curseur, tu vois. Elle dit ok, vas-y, j'avance de 20 secondes là, parce que c'est long. Ouais. Et en gros, moi qui suis complétiste, c'est-à-dire que même un truc change, il faut que je le regarde de A à Z, tu vois. C'est très rare que je mette mon podcast en 1.5 ou en 2 fois. J'avais besoin d'un programme qui le fait pour moi en fait, qui va à la vitesse où j'avais besoin que les choses aillent. Vas-y, prends-moi 1 minute 30 de ma vie, et dis-moi un truc rigolo et barre-toi maintenant. Et donc c'est pour ça, pour moi ça remplissait un besoin, mais qu'on avait nous en fait. Sam Morrill, il a une blague très drôle là-dessus, où il dit qu'il y a des problèmes d'attention, et il dit qu'il vient de la génération YouTube où tu sais combien de temps il reste à la vidéo, et qu'il adorait qu'il y ait ça chez les gens, quand tu parles à quelqu'un et tu tapes dessus, putain il n'y en a plus que pour 1 minute, cool. C'était dans les idées, c'est marrant, on avait ça dans les idées de bref. Ouais, bah, tu vois, en incruste. De mettre la jauge, tu vois, le mec parle avec sa mère et il voit la jauge, elle est à 1 minute sur 57. Tu vois, et il est désespéré, et puis il essaye de l'accélérer en disant des trucs, tu vois, en disant ok maman, puis tu vois que ça avance de 4 minutes parce qu'elle se rend compte qu'elle est chiante. Mais c'est marrant parce que là, tu vois, j'étais encore au mariage de ma cousine il y a 3 semaines et la vidéo de mariage est calquée sur un épisode de Bref encore, tu vois. Ah ouais, mais ils disent encore Bref ou pas? Non, ils l'ont fait à la façon. Ouais, c'est le ton. C'est vraiment, c'était fait pour. Enfin, c'est calqué, quoi. Oui, sachant qu'après, c'est un ton qu'on n'a pas inventé, c'est un ton qu'on a popularisé. Oui, moi, je suis très content qu'il y a ce ton-là. Je fais bon, bah cool. C'est juste qu'on va s'en lasser, tu vois. C'est un peu, tu vois. Moi-même, je m'auto-lasse, tu vois. J'en peux plus d'une pause sur quelqu'un qui fait lui, c'est Louis Dubourg. J'en peux plus. On l'a trop utilisé ce procédé. Et d'ailleurs, les parodies nous avaient enlevé des trucs. Tu vois, j'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Ouais. Je pense que dans les 40 premiers épisodes, on l'a fait en 2 fois. Okay. On a fait 40 épisodes, puis 40 épisodes. Et quand on a fait les 40 suivants, les parodies, enfin, les brefs faits par d'autres gens, c'est pas vraiment des parodies, les brefs faits par d'autres gens sont arrivés. Et c'est un gimmick qui a été repris 1 milliard de fois. J'ai regardé, il m'a regardé. Et on l'a nous-mêmes dit, bon, bah, on arrête. On va le faire 1 fois ou 2, mais pas plus, parce que on s'est fait voler notre gimmick. Et comme tout le monde l'a mis dans toutes les parodies, ça devient usant de l'entendre. Moi-même, j'étais lassé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, quoi. Et du coup, juste avant de passer sur Bloqué et Serge Mito, pour Bref, il y a encore une question que j'ai, c'est que c'est le moment où du coup vous aviez à peu près mon âge, je pense à l'époque, un peu plus jeune peut-être, vous étiez dans le stand-up, je vois exactement où vous en étiez, entre guillemets, j'ai l'impression que je vois où vous en étiez à ce moment-là. Et là, vous arrivez face à un programme. Je pense qu'on était à peu près exactement la même chose. Voilà, toi, t'as quoi? T'as 28, 29? Ouais, c'est ça. Tu m'as dit? Ouais, t'es dans le stand-up, t'as fait ton propre plateau. Et j'ai un petit programme court qui arrive lourd à la rentrée là. Ouais, voilà. Non, c'est pas vrai. Ah bah j'espère. Non, c'est pas vrai. Non, le problème c'est que maintenant est-ce que c'est le programme court encore? Non, exactement. À l'époque c'était cool de faire un programme court parce qu'il n'y en avait plus vraiment. Maintenant, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus Kaamelott. Je fais des programmes longs moi. Mais le truc c'est un gars, une fille, Caméra Café, Kaamelott, qui était le programme court qui avait marqué, était parti. Ouais, c'est vrai. Il y avait une espèce de vide. Mais du coup il y a ce truc là. Moi du coup je vois exactement où vous en étiez. Et là vous êtes à ce moment là. Du coup vous présentez un pilote à Canal ou je sais pas par qui ou avec Harry Torgman ou je sais pas comment vous faites. Et là vous vous retrouvez face à du très concret il faut tourner les épisodes, faut négocier les contrats, faut avoir une prod qui t'as des échéances, ça va passer à la télé, tu dois faire des promos, des machins. Comment tu gères la transition entre t'es stand-upper et directeur artistique, et je vois la vie que vous aviez, c'est quand même chill, enfin même s'il y a beaucoup de discussions, de bandes copains et tout, au moment où putain là ça n'a pas été transitoire, il n'y a pas eu un projet entre les deux un peu plus petit. Il y a eu Bref directement où là faut négocier des contrats, faut avoir des échéances. Après en vérité il y a eu des trucs, c'est juste que comme ça a pas marché, tu les vois pas. C'est-à-dire qu'on arrivait quand même, par exemple Bref, on a dit on n'écrira rien pour des raisons de santé mentale. Nous n'avons aucun espoir. C'est-à-dire que Harry Torgman qui est le producteur, on lui a dit à quel moment c'est certain que c'est diffusé sur Canal+. Il a dit le moment vraiment où a priori il y a très peu de chances qu'ils repartent en arrière, c'est quand ils vont signer un truc qui s'appelle le visa, qui va avoir le tampon, comme quoi ils me donnent l'argent. Et on lui a dit bon, alors sache que malheureusement c'est pas de ta faute, c'est la faute de beaucoup d'autres prods qui nous ont fait miroiter des trucs avant. On ne va rien écrire tant qu'il n'y a pas le visa. Et il lui disait les gars, il y a 40 épisodes à faire. Le visa des fois il arrive tard. Là, on se donnera à fond quand il y aura le visa, mais sinon, parce que vraiment on lui a dit là c'est une question de suicide en fait. C'est que là on y croit vraiment à ce truc là. Si on commence à écrire 40 épisodes et qu'il n'y en a pas un seul qui est diffusé, on va se jeter c'est terminé, on va arrêter ce métier, on va dire ça sert à rien,
soyons jardiniers. Au moins les fleurs, c'est sûr, elles poussent. Et du coup, tu vois, ça faisait partie des petits trucs qu'on avait eu avant. Ou le fait que quand on a eu cette idée-là, c'est Harry Torgman qu'on est allé voir. C'est à cause d'autres producteurs qu'on a vus avant qui n'avaient pas la bonne vision et que lui avait une vision qui était complètement la nôtre. En gros, il y avait quand même des petites expériences. Tu vois, Kian, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'il était dans le métier. Moi, ça faisait 3 ans. On commençait un peu à voir, tu vois, les gars qui te font galérer, les gens qui te promettent la lune et qui te donnent rien, les gens qui... Donc il y a quand même une petite expérience, c'est juste qu'elle n'est pas vraiment visible parce que tant que tu fais des trucs qui marchent pas, tout le monde s'en fout. Sûr. Et à quel moment vous vous êtes regardés tous les deux, vous vous êtes dit ah putain là c'est un truc qui dépasse nos attentes de gens qui regardent et qui suivent ça. Enfin, je pense que c'est allé très vite. En fait, nous parlons d'un monde où Facebook avait encore besoin de visibilité et de contenu, contrairement à maintenant où il faut que tu les payes pour te mettre en avant. À l'époque, rien n'était payant sur Facebook, ce qui veut dire que quand tu avais 1 million de fans, de pages, de j'aime sur une page, et que tu mettais quelque chose, 1 million de personnes la voyaient. Il n'y avait pas d'algorithme qui décidait. Ouais. Et donc, on est tombé à un bon carrefour. C'est-à-dire que rapidement, on s'est dit, donc là, techniquement, le million, je crois qu'on l'a atteint en 1 mois. Et on s'est dit, donc là, à chaque fois qu'on mettra un épisode sur Internet, il y aura 1 million de personnes qui vont regarder. Donc c'est incroyable, parce qu'à 100 000, on était dosés déjà, nous. Et on parle d'une époque où les millions de vues, ça n'existait pas vraiment. C'était pas, ouais, c'est dommage, 1 million. En même temps, McFly et Carlito, ils font 10 millions. Tu vois. Donc on s'en est rendu compte assez vite, et ça a créé une espèce de peur, où en gros il a fallu trouver nos valeurs refuges. Et notre valeur refuge, c'était il faut qu'on fasse exactement ce qu'on voudrait que quelqu'un d'autre fasse. Et c'est pour ça que l'argument, quand on a arrêté Bref, qui a été reçu par tout le monde avec joie, et encore aujourd'hui, si je marche suffisamment longtemps dans la rue, il y a quelqu'un pour m'arrêter, pour me dire j'adore Bref, et bravo d'avoir arrêté. Alors que c'était pas si évident au moment où on a arrêté. Et l'argument, c'était vous avez vu Prison Break saison 2 Voilà, c'est pour ça qu'on fait pas Bref saison 2. Et c'était vraiment l'argument que tout le monde a entendu. Mon frère te dirait que c'est une erreur parce qu'il adore toutes les saisons de Prison Break. Ouais, mais après, il y a des exceptions dans la vie. Il y a des exceptions. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en gros, c'était de dire viens, on fait un produit fini. On est tellement content quand une série elle est finie et qu'elle est bien, et qu'elle nous plaît, qu'elle est cohérente et que voilà, elle boucle bien, qu'on ne peut pas se permettre de pas le faire. Et en fait, ça a été notre valeur refuge pour tout, pour les contrats, les machins, genre le projet avant nos gueules. Mettez de l'argent dans le programme plutôt que dans nos poches. De toute façon, si vous mettez de l'argent dans le programme et qu'on arrive à être à la hauteur de nos prétentions, le programme sera tellement bien qu'on nous donnera de l'argent pour d'autres choses. C'est ça un peu la réflexion. Avoir la carte, en fait. C'est que quand t'as galéré, tu te dis, je préfère 1000 fois avoir la carte qui me permet de rentrer chez Canal+ pour proposer un projet qu'avoir de l'argent. Parce que l'argent, à un moment, tu le dépenses et c'est fini. La carte, tant que tu la respectes, il y a moyen de... Tu vois, au moment où on fait bloquer, c'est dans le groupe, c'est 4 personnes qui ont la carte en fait. Il y a Kian, moi qui avons la carte Bref, il y a Aurel et Gringe qui ont la carte, on est Aurel et Gringe. Et jusqu'à maintenant, on a fait que des trucs qui marchent. Et en tout cas, on a fait des trucs à hauteur de, tu vois, on n'est pas des débutants et on sait ce qu'on fait. Mais c'est ça, il y a ça aussi, parce que tu parlais des millions de vues à l'époque sans algorithme, là avec les algorithmes, vous faites quand même les millions de vues, quoi. Donc à un moment donné, c'est aussi une question que le public mais tu vois, par exemple, Serge le Mito, c'est intéressant parce que ça fait pas des millions de vues. Mais c'est le programme dont on m'a le plus parlé. C'est-à-dire que ça a touché un cœur plus petit que Aurel, Gringe, qui avait une base plus forte. Mais qui a été vraiment marqué. C'est-à-dire que c'est la série dont on me parle le plus. On me parle plus de Serge le Mito que de Bloqué. Alors qu'il fait, je pense en moyenne 4 ou 5 fois moins de vues. Parce que c'est marrant, parce que moi les Serge le Mito, donc j'ai kiffé aussi, mais il y avait un truc sur les premiers épisodes, c'est que je cherchais les réactions d'Orelsan et Gringe en fait. Moi j'ai aimé les premiers Serge le Mito à l'intérieur de Bloqué, parce qu'en fait mon œil il était sur les 3, il était pas que sur en fait c'est logique. Et j'attendais le moment où Orelsan craque, où Gringe craque parce qu'il craquait plus souvent, mais les moments où Orelsan craque sont tellement rares que quand il craque, enfin tu vois il y a ces trucs, moi je regarde beaucoup les bloopers, Will Ferrell etc, les gens qui se font craquer j'aime beaucoup, je pense que vous étiez un peu dans cette démarche là aussi, faites-vous craquer l'un l'autre. Et du coup, moi, il y avait ce truc-là. Et on disait ne craquez surtout pas. Oui, voilà, c'est ça, ne craquez surtout pas, mais cherchez à le faire. Faut que après, c'est Jonathan Cohen, naturellement, c'est son travail. Mais ça, c'est Will Ferrell qui dit ça. Son but dans la vie, c'est de faire craquer. Will Ferrell, il dit moi, je joue pas une scène sans avoir pour objectif de sortir de la scène la personne en face de moi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et Jonathan est comme ça.
Et donc, bien entendu, que la règle, c'est ne craque pas. Parce que sinon, si la règle, c'est craquer, les gars, ils font semblant de craquer tout le temps. Et t'as les faux bêtisiers des films avec Christian Clavier qui n'ont aucun intérêt, là. Tout ce qu'on veut, c'est les vrais. On veut les vrais trucs où Steve Carell pète un câble. Il dit désolé, je peux pas. Et il est sincèrement désolé. Et Gringe était sincèrement désolé parce qu'il savait qu'il gâchait une prise. Mais ça devient rigolo, tu vois. Et c'est pour ça qu'on les a intégrés. Mais de toute façon, c'est normal. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais un spin-off, tu te doutes bien que au maximum, tu auras les gens qui aimaient bien le personnage dans Bloqué. Et puis, tu auras normalement personne d'autre. Donc, tu sais que tu vas faire moins de vues. Sinon, c'est bizarre. Si Joey, ça avait cartonné plus que Friends, tu dis, bah alors, ça n'a plus de sens. Je comprends pas, tu vois. Ou Better Call Saul, ou tu vois. J'ai bien aimé Joey. Non, mais c'est cool. Personnellement. C'est cool. Mais c'est logique que quand tu prends un sixième d'un truc, tu vois, là, on prenait un type d'épisode qui fonctionnait bien et en plus, on le transformait. Vous le transformiez beaucoup. Donc, je pense que si les gens s'accrochent, mais après tu peux pas obliger les gens à s'accrocher, mais si les gens s'accrochent, il y a quelque chose d'intéressant à trouver dans Serge le Mito. Mais au départ, c'est normal que ce soit une chute. Et c'est pour ça que d'ailleurs en premier, on a mis un épisode où il est tout seul à l'image, parce qu'on voulait envoyer un peu le message, ça va pas être des ultra best-of de ce que vous avez vu dans Bloqué. Bien sûr. Et du coup, il y a des projets avec ces personnages-là dans le futur ? Ouais, là on espère réussir à un moment à faire le long métrage Serge le Mytho. Je le savais plus ou moins, mais je savais pas si j'avais le droit de le dire, donc je voulais que tu le dises toi-même. Bah, moi non plus, je savais pas si j'avais le droit de le dire. Après, j'ai vu Harry Torgman le dire à la presse. Je dis apparemment on a le droit de le dire. Alors, il a l'air suffisamment sûr qu'on va le boucler le truc pour en parler. On va voir. Ok, parce que c'est un vrai défi, parce que ça peut pas être que des scènes de mytho du coup. Donc il faut faire un film avec cette personnalité, mais sans des ultra scènes de mytho tout le temps, quoi. Bah en fait, c'est surtout que c'est de l'impro. C'est l'énergie de l'impro qu'on veut retrouver. Donc c'est de tourner un film où 80% de ce qui se passe est improvisé et en gros les acteurs savent d'où ils partent et où ils doivent aller et on lance un freestyle. En fait, la manière dont on écrivait Serge le Mito, on va essayer de refaire la même chose pour le film. C'est voilà le point A, voilà le point B. Alors des fois il n'y a même pas de point parce qu'un programme court ça te permet de dire au gars freestyle, fais ce que tu veux. Mais là dans le film ça va être voilà le point A, voilà le point B où il faut arriver. Ensuite, Jonathan fait une proposition, on lui fait refaire, puis on en refait une, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de cuts, on en refait une où on écrit avec lui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a tout installé, nous on propose des vannes, et en gros, il les amène, tu vois. En fait, il refait son truc, voilà, il dit Curb Your Enthusiasm, c'est écrit comme ça. Avec Larry David. Ouais, ça sent. Il y a juste 6 pages de scénario, je crois, par épisode. Ouais, ça sent. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire ça en film. Comme peut le faire un peu à Pato. Mais d'ailleurs, on parle de Larry David. Tout à l'heure, tu as parlé de Neil Brennan dans la comparaison un peu cachée de effectivement, tu as été le co-auteur et tu aimerais peut-être un jour. Moi, je voyais plus à la base, et c'est marrant que tu parles de Neil Brennan, mais le côté Larry David plutôt, par rapport à Seinfeld. Et du coup, le mec qui est jamais monté sur scène, mais qui par exemple un jour a eu la série où c'était lui qui était face à la caméra. Toi qui t'as choisi, tu préfères le destin de Larry David ou à la Neil Brennan ? Il est monté sur scène, Larry David. Très peu. Et il est connu pour être quelqu'un, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais il était connu pour être quelqu'un qui est arrivé sur scène. En disant, je peux le faire. Qui regardait les gens et qui regardait le public, il fait non, pas ce soir. Et il s'en allait. Genre en mode, il scannait la salle, il faisait non, vous m'allez pas. Et il partait. Donc il a détesté la scène. Pour lui, c'est contre-productif. Il a fait quelques trucs incroyables. Il rend hommage à un moment donné. Il y a. Comment il s'appelle Il y a un grand humoriste. Mais il est quand même monté sur scène, Larry David, parce que son anecdote de départ, c'est qu'il voit des stand-uppers et il dit c'est de la merde, je peux le faire. Il est monté, mais peu, je monte maintenant. C'était une souffrance et il a pas dépassé. Parce que je crois que son anecdote, c'est il arrive dans un comedy club, il voit quelqu'un sur scène, il dit mais vas-y, je peux monter. Et le gars dit, t'as un set, t'as un truc, t'as 10 minutes, 5 minutes, t'as quelque chose. Il fait, non, mais je peux le faire, ça. Il fait, non, reviens dans 2 semaines. Il fait, ok, je reviens dans 2 semaines. Oh, les relous, quoi. Donc, oui, son rapport à la scène est bizarre, mais il est quand même monté. C'est comme ça qu'il a connu. Il a pas eu de spectacle, quoi. Il a connu Seinfeld parce qu'il est monté. Il a pas eu de spectacle, mais du coup, toi, tu vois plus avoir un destin. Tu dis pas, j'adore le 3e special de Larry David. Non, alors que j'aimerais beaucoup pouvoir le dire. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Larry David. C'est-à-dire que, alors que finalement, si tu regardes Curb et Bref, c'est écrit un peu de la même façon, c'est-à-dire, dans la dynamique en tout cas, pas la dynamique narrative mais la dynamique des personnages. C'est quelqu'un qui subit le monde, sauf que nous l'idée c'est de montrer qu'il le dit que dans sa tête, alors que Larry David, ce qui est jouissif, c'est qu'il passe son temps à le dire. Excusez-moi, j'ai pas bien compris, mais pourquoi la bouteille d'eau, tu vois, et il casse les couilles à tout le monde. Et j'ai pas trop ce truc là. J'ai plein de potes qui sont fans et en général ils sont un peu frustrés de la vie, et c'est pour ça qu'ils adorent Curb. Je trouve Curb superbe dans l'écriture et tout, mais je m'identifie pas à Larry David parce que je m'identifie pas à ses névroses.
Ok. Alors que celle de Neil Brennan dans son special, je suis un peu plus d'accord. Donc t'es dépressif. Je suis plus dépressif qu'énervé. Ouais, ok, t'es plus dépressif que révolté par tout et n'importe quoi dans le quotidien. Ok, c'est drôle. Donc c'est plus intéressant, je pense, d'avoir une réflexion sur le fait que tu as conscience que... En gros, après j'ai plus tout Neil Brennan en tête, mais je vois à peu près l'énergie et le principe, c'est le côté, le monde c'est vraiment de la merde. Et donc... Bipolar Dix, ça c'est un de ses passages de stand-up, et il dit les deux seules bonnes personnes qui a dit aimez-vous les uns les autres. Il imagine un discours entre des extraterrestres et des humains, et il n'y a que deux personnes qui ont dit aimez-vous les uns les autres dans votre histoire, c'est Jésus et Martin Luther King. Il fait ouais mais on est quand même des bonnes personnes et tout, et puis l'extraterrestre dit mais vous avez fait quoi de ces deux personnes? Et là il y a l'humain qui dit ok we are dicks. Ouais, c'est marrant parce que moi c'est une de mes vannes préférées d'un mec qui fait de la BD illustration, que ça s'appelle, en français ça s'appelle Céréales du dimanche matin. Ouais. Et il y a une case que je trouve incroyable qui rejoint cette vanne, donc c'est marrant, ils l'ont trouvé les deux, je pense pas que l'un a copié sur l'autre. C'est tu vois un extraterrestre, en fait tu vois un humain, tu vois un vaisseau, tu comprends qu'un vaisseau s'est posé et qu'un extraterrestre parle pour la première fois avec un humain, et dans la bulle il dit nous la première fois qu'il est venu on lui a donné du chocolat et depuis il revient toutes les semaines, pourquoi vous avez fait quoi vous? et en légende il y a écrit oh, on a vraiment déconné avec Jésus. Et en fait moi j'avais ce même principe là où en gros j'avais écrit tout un truc sur à un moment, il faut qu'on comprenne que peut-être Dieu, faut le laisser tranquille. En gros, j'avais tout un parallèle. Donc, c'est pour ça, quand je dis à un moment, j'ai sûrement monté sur scène, parce que ça, j'ai envie de le dire, et je le dirai sur scène. C'est de dire, je pense qu'on a la même attitude avec Dieu qu'avec une ex. On veut pas comprendre que c'est fini. Il est venu, et on a fait de la merde. Il est parti. Je pense qu'il est à l'autre bout de l'univers, dans une autre galaxie. Sur une autre terre habitable, en train de kiffer avec des humains, et il parle avec eux. Mais il lui parle, tous les jours il parle avec eux. Mais il parle de nous comme d'un ex en fait. Un ex relou, il dit ouais ils ont tué mon fils et tout, ils sont insupportables. Tu vois. Regarde, à tous les coups, tu sais, sur son portable, regarde encore 1 million de prières. Voilà. 1 million de prières en absence. Voilà. Le mec me lâche jamais, ce peuple est relou, tu vois. Et que nous en fait on n'arrive pas à lui laisser de l'espace, et que peut-être à un moment on devrait tous se mettre d'accord pour arrêter de l'embêter. Et peut-être qu'à un moment il va revenir. Mais que là en fait on lui met une pression de fou, on lui dit que tout est grâce à lui, tout est à cause de lui, et qu'en fait lui il en peut plus de nous. Le problème c'est que là on a mis le monde dans un état où on va avoir besoin du retour de Dieu, quoi, parce qu'il y aura pas d'autre solution. Sauf que lui, t'imagines, de l'autre côté, de temps en temps, s'il jette un œil, il va sur la page Facebook, il nous a gardé en ami, il regarde ce qu'on fait, il fait tu vois, je t'ai dit, les mecs sont vraiment problématiques, c'est n'importe quoi. Mais s'il est magique, il est comme une femme avec un mari battu, avec un mari violent. Elle regarde et il voit que le mec est toujours fou et toujours violent. Elle dit, j'ai pas envie de retourner, il me crucifie. Il pourrait nous renvoyer un fils pour voir ce qu'on fait de lui, peut-être que. Non, mais le dernier on l'a crucifié, ça t'imagines, t'envoies ton enfant. Mais on a évolué depuis. T'envoies ton enfant et le mec le tue. Maintenant on a des débats progressistes. Si lui il est avec un autre peuple sur une autre terre en train de kiffer, il a aucune raison de revenir nous voir. Ouais, putain. Il attend qu'on évolue. Moi, c'est le conseil que je donne aux gens en couple qui galèrent. À un moment, ils se séparent. Je fais écoute, t'as que 2 solutions là. Là, c'est chelou ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Faut qu'il réfléchisse à sa vie. Là, faut qu'il évolue. Tu vas pas être bien avec cette personne. Laisse-lui du temps pour que cette personne évolue. C'est ça qu'il est en train de faire. Sauf que regarde comment on évolue. Bah, pas bien. Peut-être à un moment, il va kidnapper les bons. Ouais. À un moment, on va disparaître. Il va laisser les relous en disant allez, vas-y, j'en sauve 2-3. Il mérite d'être sur la planète X27. Et ce sera moi, ce sera pas toi, parce que moi je suis pour le polyamour. Ah putain, bâtard. Ouais, mais moi c'est Dieu. Moi je suis pour qu'il y ait plus de guerre dans le monde. Donc tu vois, moi aussi c'est bon alors. Moi aussi j'ai des combats. Mais ouais. C'est bon pour l'instant, peut-être pas, t'es pas élu pour la planète plus tard que 4000, mais en tout cas en Miss France, tu peux cartonner mon gars. Tu sais que j'étais en vacances là, auteur pour Miss dans France. Le sud, à Marseille, petit village du sud, et il y a eu l'élection de Miss Languedoc en direct sur la place du village. J'ai vu ça en direct, c'était ouf. Ouais. Ça doit être bien. Ah, c'était ouf. Hein. Tu dois passer un sacré bon moment là. Franchement, on n'est pas resté longtemps. Et j'étais dégoûté parce qu'on entend la musique de la maison sur la place, et vraiment on était avec 3 potes et on est passé vraiment, enfin 2 potes et mon frère. On est passé vraiment 5 minutes, c'était un peu dégueulasse. Ton frère n'est pas un pote, quoi. On t'a dit 3 potes, enfin 2 potes et un pote qu'on m'a imposé à la naissance. Qui a un très très bon pote en vrai, mais bon, c'était pour bien expliquer la situation. Qui n'a aucun intérêt du coup dans la suite de l'histoire en plus, donc c'était bête effectivement de faire cette. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on voit ça, et en fait c'est un peu gênant parce que c'est des meufs magnifiques devant des gens de village qui notent et qui sont un peu dégueux. Ouais, c'est un peu dégueu. Pas mal la petite pépé là. C'est un peu dégueu. Hein. Alors, on attend le maillot de bain. Surtout qu'en fait il y a tout un enclos de gens qui ont le droit de voter, et après il y a la foule autour, et du coup il y a vraiment les gens dégueulasses qui ont le droit de voter et les gens dégueulasses autour qui n'ont pas le droit de voter. Bon bref, tout ça pour dire que c'était un petit enfer, et effectivement Miss France c'est pas un destin que je me...
Enfin, à part le fait qu'il y avait 30 mannequins qui se baladaient dans le village toute l'après-midi, et ça c'était ouf. Mais sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Non, ça c'est un peu de la merde. Donc voilà, mais bon. Mais du coup, celle qui gagne va Miss France concourir à Miss potentiellement. France. Ouais, et c'était dans le village. Je pourrais peut-être dire, je l'ai vue quand elle était rien. Exactement. Elle était même pas encore Miss Languedoc-Roussillon. Et en fait, j'étais dégoûté parce que je disais qu'on entendait la musique de la maison, et en fait, à la fin du show Miss France, il y avait un sosie de Johnny qui a fait 1 heure, et ça, j'aurais bien aimé être là. Ah, Ouais, j'aurais bien aimé être là, mais bon, tant pis. J'ai vu Johnny en vrai, ça me dérange pas. wow, il l'a vu en vrai. Vu avant qu'il meure. Tu Ouais, j'ai connais vu ça un de concert. Thomas VDB? Non. Je l'ai vu avant qu'il meure. C'est un passage de Thomas VDB C'est sur drôle. les gens qui disent, en tout cas, je l'ai vu avant qu'il meure, et ça me fait plaisir. C'est drôle. Waouh, dans l'absolu, tous les gens qu'on voit, on les voit avant qu'ils meurent. C'est drôle. C'est juste on ne le précise pas à chaque seconde. Attends, j'ai vu Jean-Claude avant qu'il meure. C'est drôle. Donc il dit, je suis allé voir David Bowie, et mon gars, je l'ai vu avant qu'il meure. Ouais, c'est très drôle ça. Je suis parti au bout de 10 minutes. J'ai vu David Bowie, j'ai fait vu avant qu'il meure. Et je suis parti. Tu fais bien, tu t'imites bien Thomas VDB. J'aime beaucoup Thomas VDB. Ouais, Mais en fait, je connais bien ce passage parce qu'on l'a fait à Noir. Alors, on pourra parler de ça aussi. Avignon. Tu fais un spectacle dans le noir, Ouais, je coordonne artistiquement des humoristes dans le noir. Ouais. mais du coup, c'est un spectacle stand-up dans le noir. Et moi, j'y Ouais. suis pas allé, je sais pas ce que ça donne. Et déjà, pourquoi t'as voulu faire un spectacle dans le noir? Alors, c'est pas moi, c'est notre producteur sur scène, enfin le producteur de Cannes sur scène qui s'appelle Bertrand Odo, qui travaille chez TS, donc qui est producteur avec Thierry Suc, et le directeur de l'Européen, qui s'appelle Sébastien Bellon, plus Vincent, enfin peu importe, d'autres gens qui ont monté ce projet ensemble et qui m'ont appelé en disant bah, du coup on veut que ce soit un peu quali, donc on va te laisser faire un peu ce que tu veux. Temps pour qualité d'avo. Non mais tu vois, c'est-à-dire qu'en gros pour que ce soit bien, on a conscience, en fait ils avaient l'intelligence Oui. artistique parce qu'en gros tu dois réunir des humoristes et tout le principe un peu rigolo c'est que si un jour tu viens le faire, c'est qu'on se voit avant. Tu vois là par exemple dans lundi, je vois Dedo, Shirley, Sophie-Marie Larouille et Marine Bausson pour discuter de ce qu'on fait entre les sketchs, parce qu'en fait il n'y a pas de MC. Oui, et c'est que du texte du coup. Tout le truc marrant, enfin le truc marrant c'est eux, donc tu as une espèce de 80% qui est assuré par le fait qu'ils vont faire des passages marrants parce qu'ils sont marrants. Et ce qui est rigolo, c'est de faire l'intro, les interactions entre eux, les petits moments un peu magiques et le final, qui là sont écrits pour l'occasion. Okay. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des éditions que ce qui est vraiment payant, c'est d'avoir cette sensation d'avoir 4 personnes qui sont en train d'interagir sur scène et puis qui passent en mode stand-up pur et puis hop, qui... Et du stand-up pur sur Lumière, j'arrive pas à l'imaginer, mais... Parce que c'est que du texte, du coup, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Bah, tu te rends compte que t'as un bon texte. Ouais, c'est ça, c'est le but. T'as peur, après tu joues et tu fais ouais, j'ai un bon texte en fait. Ouais, du coup, l'amour du texte. T'as le droit à un effet visuel où tu vas dire bon là, normalement c'était visuel, mais vous avez pas vu, mais je fais très très bien l'Otari, tu vois. Mais tu peux pas le faire à chaque truc visuel, donc tu choisis un texte qui fonctionne plutôt bien. Et je pense que l'interaction au début elle aide vachement. Tu vois, on trouve des petits concepts d'interaction. Okay. Rigolo. Ok. Et du coup, donc ça vient quand même, c'est pour mettre en avant le texte. Et du coup, bah, on peut finir aussi là-dessus. Donc t'es auteur à la base. Comment t'en es arrivé à être auteur? Parce qu'auteur, c'est pas un truc comme tu dis, conseiller d'orientation. T'as pas conseillé d'être auteur. Donc, non. Mais tu sais, il y a pas longtemps, je disais à ma copine, j'aimerais bien un jour entendre un témoignage de quelqu'un qui dit, et puis là, j'ai croisé un conseiller d'orientation. Ouais. Et j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Parce que vraiment, on entend toujours l'inverse. Et c'est très relou. On le déteste, le conseiller d'orientation. Qui a conseillé la conseillère d'orientation? Exactement. J'avais un truc comme ça sur scène où je disais comment cette personne peut améliorer mon avenir alors que le seul travail qu'il a trouvé pour lui-même, c'est conseiller d'orientation au collège Maurice Thorez de Stein. Convoque-toi toi-même, trouve-toi un vrai travail avant de me dire quoi faire. Donc en général, ils te disent S, L ou ES. Alors je sais pas si les lettres ont changé, ils sont en train de changer, je crois. Je crois qu'ils n'ont pas changé pour l'instant. Et si t'as des mauvaises notes, va faire chaudronnerie ou je sais pas quoi, au secrétariat. On t'avait dit quoi toi? T'étais fait pour faire quel métier? On m'avait dit t'as des bonnes notes, tu peux choisir entre L, ES et S. Et t'as choisi quoi? Ah rien, j'ai arrêté l'école. Ce choix était tellement nul. Vraiment, j'étais là. T'as arrêté l'école à quel âge? À 16 ans. Ah ouais? Ouais, en seconde. Ouais. Quand il fallait choisir, j'ai fait waouh, j'ai vraiment l'impression de choisir entre du caca, du pipi et du vomi. C'était de la maturité ou de l'inconscience à l'époque? C'était un peu des deux, je crois. C'est que mes parents sont autodidactes, ils n'ont pas fait de grandes études ni rien. Ils n'avaient pas trop cette revanche à prendre sur le monde, genre faut que mon fils soit avocat. Donc quand j'ai dit j'arrête, ils ont dit bah wow, tu vas te débrouiller toi. Ok. Ils avaient confiance. Donc c'était une espèce d'inconscience
En fait, à la base, quand j'ai arrêté, je me suis dit, si je trouve un truc à faire et qu'il faut le bac, je passerai le bac. Je lirai les livres qu'il faut lire pour passer le bac, mais je n'ai jamais eu vraiment besoin. Et aujourd'hui, le conseil que tu donnes aux jeunes qui nous écoutent, c'est de ne pas passer le bac. En fait, le problème, c'est que c'est pas les jeunes. Enfin, le problème, c'est que oui, ils doivent s'aider eux-mêmes, les jeunes, mais le problème, il n'est pas chez les jeunes, il est dans la scolarité telle qu'elle est faite actuellement. C'est que l'orientation est pas bonne. Et que apparemment il y a des endroits où tu peux aller encore plus quand t'es parisien, des espèces de salons et de foires incroyables où tout le monde présente son métier. Tu vois, on fait pas trop les trucs avec le papa ou la maman qui vient à l'école pour présenter son métier comme on le voit souvent dans les séries américaines. Mais non, il y a pas trop ce truc là. Il y a pas vraiment, on te donne des espèces de fausses débouchés et puis on te demande à l'âge où t'es le moins enclin à faire un choix ferme, de plusieurs années. La plupart des gens, ils sont partis dans un truc, ils ont fait bac plus 2 et après ils sont complètement réorientés. C'est vrai qu'on nous donne tous les mauvais conseils quand on est jeune. Ça me fait penser à la blague de Louis C.K. qui dit qu'il peut pas interdire la drogue aux jeunes. C'est en mode je t'interdis la chose qui va régler tous les problèmes que t'as en ce moment. Oui, puis surtout je t'interdis le truc que moi-même j'ai pris et ça allait bien. Moi-même je prends maintenant, donc c'est encore plus dur maintenant. D'où un parent il peut dire fume pas de weed à son enfant. Je connais très peu de parents qui en fument pas, tu vois. Mais oui, c'est ça, c'est que on te demande de faire un choix d'avenir. À un moment nul. T'as fait une espèce de tronc commun un peu ok. Pour moi, vers la 3e seconde, tu commences à plus voir l'intérêt des choses. Avant, tu comprends. En primaire, c'est génial. En primaire, on t'apprend à lire. Tu rentres chez toi, tu peux lire. T'es en voiture, tu lis les panneaux. Tes parents disent waouh, tu peux lire les panneaux maintenant. T'es vraiment bien. Tu t'inscris dans des vraies choses. Dans la vie, dans la civilisation. Après, quand on commence à calculer une molle, tu commences à dire waouh, attends, j'ai du mal à comprendre. Moi, je crois que j'ai été discipliné. Moi, j'étais très discipliné. Non, mais en plus, c'est bien. C'est juste qu'on t'explique pas pourquoi c'est bien. Ouais, mais moi, je me posais pas la question. À un moment, j'ai refait mon appart avec mon beau-père. Fallait faire un mur droit. Il a sorti Pythagore. Ouais. Et j'ai dit, c'est à ça que ça sert Pythagore. Mais dès le départ, mettez-moi dans une maison et faites-moi faire un mur droit. Et toute ma vie, je comprends l'intérêt de Pythagore. Parce que ton mur droit, il est super. Parce que tu étais au courant que tu prends deux côtés. Vraiment, tu dis, bah oui, c'est Pythagore. Ma première copine a révisé le bac de maths à l'époque et elle était pas forte en maths du tout. Elle faisait les pourcentages, elle était en L, donc c'était assez simple. Et genre, à partir du moment où je lui ai fait faire ça, je lui ai appris à calculer ça par rapport au solde. Ouais, tu l'ancres dans le réel. Elle a compris complètement et elle a eu 20 au bac de maths. Ouais. C'est ça, parce que t'es trop. Après, quand tu arrives au solde, tu dis, excusez-moi, mais vous dites moins 20%. Mais c'est moins 20 points sur le pourcentage ou c'est moins 20% sur le pourcentage? C'est pas la même chose. Tu deviens précis. Oui, tu deviens précis parce que ta petite robe, là, ton petit top, il a plus le même prix. Tu vois. Et du coup, t'as 16 ans, t'arrêtes l'école. Ouais. Et tu te dis, allez, je dois faire autre chose, je dois me débrouiller. T'es en train de démarrer le premier épisode de la deuxième cinquantaine. Ouais, exactement. Tu te dis, tiens, et si on faisait sa bio à la fin? Oui, bah oui, pourquoi pas. Oui, donc oui, j'arrête l'école, je fais des petits boulots. Je bosse un peu avec mon père pendant 4 ans, qui vend et achète des meubles et objets d'art. C'est un débrouillard. Lui, c'est un Italien qui est arrivé, qui a grimpé un peu les échelons de la vie en regardant sur les marchés. Il se retrouve à Saint-Ouen, enfin peu importe. Donc je bosse avec lui, je me rends compte au bout de 3-4 ans que ça m'a appris des trucs, mais pas ce que je devais apprendre pour être bon dans ce métier. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, si tu fais toujours pas la différence entre une table Louis XVI et une table Ikea, c'est que t'es pas fait pour ça. Ouais. Alors que lui, instinctivement, vraiment, il a fait ça, ça vaut 1 million, ça vaut 20. Tu fais waouh, tant que je confondrais ces deux choses, je pense qu'on va perdre beaucoup d'argent. Ouais. Donc j'ai arrêté, après j'ai fait plein de petits boulots un peu merdiques jusqu'à mes 25 ans. Ouais. Et à 25 ans, je suis devenu auteur. Et donc c'était ça ta question. Ouais, mais comment alors? Parce que Kairon, qui est un ami d'enfance, se lance dans le stand-up. Et c'est quelqu'un avec qui on écrivait toujours des conneries, tu vois, on écrivait, tu sais, quand t'es jeune, enfin t'as peut-être moins connu ça parce qu'il y a plus d'accès maintenant, mais nous à notre époque, enfin non, quoi, on a le même âge, je crois que t'es un bébé. T'écris des trucs pour aucune raison. Jason Brokers se dit chez moi qu'on sait pas si je suis très vieux ou très jeune. Ouais, c'est ça. T'écris des trucs pour aucune raison. T'écris un dessin animé, mais juste parce que t'es dans la démarche créative et t'es trop content. Et on faisait du rap avec Aaron. On faisait des choses créatives. Ce qui fait qu'au moment où il s'est lancé dans le stand-up, vu qu'on écrivait ensemble et des blagues et pas des blagues, il me dit viens écrire avec moi, et je me retrouve au Jamel Comedy Club dans une position géniale, qui est la position que j'essaie de retrouver à chaque fois, par exemple dans Noir, c'est que t'es avec des humoristes, mais toi-même, t'as pas de pression, t'es là, t'es à leur service en fait. Et donc moi je suis trop content, tu vois, c'est l'époque où il y a Noom, Amel, Blanche, Yacine, Dedo, Thomas Njijol, Fabrice Eboué, ouais voilà. C'est l'époque de l'Inside, ouais. Et ils sont trop marrants.
Et toi, t'es en mode stand-up, tu découvres ce que c'est le stand-up. Et t'as des gens qui sortent de scène et tu dis ah, quand tu dis ça, c'est cool, t'as essayé de le dire comme ça. Et il fait ah ouais, pas mal et tout. Et dans ma tête, je me suis dit voilà mon métier. Mais je trouve ça fascinant que ça te lead pas à prendre le micro et à faire de la scène. Ça arrivait plus tard, ça arrivait 2 ans après. Mais Oui, sur le mais- coup, j'ai senti que mon métier, c'était d'accompagner Ok. dans leur créativité, avec ma propre créativité, des gens Ok. qui montent sur scène. Ok. Et c'est comme ça après que je rencontre Shirley, puis je rencontre Kian. Enfin, on se rencontre un peu tous en parallèle, mais à des moments, ils me demandent de travailler avec eux. Et donc, c'est parce qu'on était en train d'écrire le 2e spectacle de Kian qu'on a fait Bref ensemble. C'est parce que c'était pendant une réunion d'écriture où on était parti plus tôt pour écrire son spectacle qu'il m'a dit j'aimerais bien faire un truc avec un gars qui parle vite. Après on a dit il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Et en une après-midi, on a écrit l'épisode 1 en fait. Ok. Et on s'est dit c'est pas mal. Ouais, Et on oui, la preuve, on l'a hein. montré à Harry qui a dit à la lecture on comprend que dalle, mais je vous fais confiance, faut faire un pilote. Il nous a financé un pilote qu'on a fait un peu en mode débrouille. Et ce pilote, on l'a montré Ok. à Canal+. D'ailleurs, c'est marrant parce que au tout début de la conversation, et je pose à la fois la question parce que ça m'intéresse et aussi pour montrer que j'ai de la suite dans les idées et que je mène l'interview. C'est beau. Non, mais en vrai, au tout début, tu dis ce qui me fera peut-être me lancer un jour, c'est si Kian me lâche Non, mais aujourd'hui. c'était un peu une blague. Non, c'était une blague, mais C'est l'ennui. de façon imagée, ça veut dire que ton destin d'auteur et de faire des choses à la télé, entre guillemets, c'est avec Kian. Et si Kian s'en va, c'est le moment où toi, tu vois l'émancipation arriver. Ouais, sauf que non. Enfin, ça paraît d'émancipation, oui, c'est parce pas que c'est pas une l'émancipation. émancipation. Non, bien et sûr, parce c'est qu'en le mauvais plus- mot. En plus, Kian ne fait que m'engrainer. Ouais. Donc ce serait mentir que de dire il me pèse sur les épaules et m'empêche de m'épanouir en tant que stand-upper. Il voit bien que j'ai pas la force morale et de caractère d'aller sur des plateaux tous les soirs, de défendre mon truc. Je sais que j'ai pas ce truc-là en moi. J'ai pas cette flamme parce que il faut tenir. Et, tu vois, il y a une grande sélection naturelle qui se fait quand ça fait plusieurs années que tu fais des plateaux. Tu vois bien des gens qui arrivent et qui repartent au bout de 2 mois et qui disent c'est pas pour moi en fait. Ouais. Et ceux qui tiennent, je pense que en tout cas j'ai pas la flamme de je vais me tuer, voilà. Mais par contre à force de justement Kian qui me fait faire ses premières parties, c'est à dire que tout d'un coup je dis que je monte pas beaucoup sur scène, mais j'ai fait 150 premières parties de Kian. Bah oui, c'est ça. Donc en Devant cumulé, t'as joué devant plus de gens que moi en cumulé, alors que t'as sûrement mangé c'est que ça, moi, parce quoi. que je me retrouve Ouais. au Casino de Paris, je me retrouve mais Et ça marche. Pour quelqu'un qui s'entraîne pas si souvent, je veux dire, c'est ouf. oui, parce qu'au final en vérité je m'entraîne. Parce que Oui, quand oui. tu fais 150 Oui, dates en non, un ok, an et oui, demi, dans en ce sens-là, vérité, oui. finalement, tu t'es entraîné. Le passage que tu as vu au Casino de Paris, c'était la 150e fois que je le faisais. À la base, il durait 5 minutes. Oui, et c'est de l'écriture sur scène. C'est beaucoup d'écriture sur scène. Ce que je fais, parce que tu as vu, c'est un peu bizarroïde. C'est beaucoup de jeux avec le public. Donc, en vérité, c'est pas vrai. Je pense qu'au final, le jour où j'ai 1 heure, c'est 99% grâce à Kian. Ouais, ok. C'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il est resté. Mais c'est une blague quand je dis. Bien sûr, non, mais ouais. bien sûr. Mais C'est juste que par le vide, ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire que Ouais. si j'ai plus rien d'autre à faire, que plus personne veut travailler avec moi, bon bah je redeviens seul au monde, et être seul au monde, c'est être stand-upper. Le stand-up par défaut. Voilà. Mais c'est pas vraiment par défaut, parce qu'il y a une envie. Non, bien Mais sûr. c'est juste que, je te dis, là, tu vois, je te disais, on est fin août, ça redémarre. Il y a, on me propose vraiment. En fait, moi, j'ai la chance qu'on me propose 100 projets par an et d'en accepter 5. Tu vois. Donc, et c'est des super projets auxquels je peux pas dire non. Et j'arrête de dire que je vais faire 1 heure parce qu'il y a 2 ans, je disais je vais faire 1 heure et après on m'a dit tu veux faire ça, je le mytho la série. J'ai dit bah oui. Hein. Ouais, ok. Bah oui, j'ai envie de le faire. Donc, voilà. Mais à un moment, je m'y consacrerai. Ou alors, faut que je parte dans un délire résidence, quoi. Okay. Je pars 1 mois, je m'isole. Je compulse tout ce que j'ai. Je me fous un coup de pression parce que je me mets 1 heure à faire genre un Européen exceptionnel où tu sais qu'avec les copains, les gens qui t'aiment bien, qui attendent que tu fasses quelque chose, tu peux remplir 1 fois. Et tu sais que tu as 7 heures qui arrivent dans 3 mois. Et là, t'as pas d'autre. Je commence à me le faire en fait. Je commence à me mettre des petits coups de pression, à accepter le Campus Comedy Tour, à accepter les premières parties, des trucs comme ça, justement pour m'engrainer un peu. Mais j'ai besoin de m'engrainer. C'est pas mon vrai objectif de vie. Et puis je pense aussi qu'il y a ce truc où je me dis à un moment tu peux basculer. Je pense que quand t'as 1 heure, après tu deviens, je sais que je vais m'auto-centrer et que ça va me couper d'autres projets. Et ça t'as pas envie? Bah pour l'instant non, parce que les projets ils sont cool quand même. Ok.
Alors avant de te poser la dernière question et que je pose souvent, et la toute dernière question très ponctuelle qui finit le podcast. 1h45 mon ami. Ouais. Non mais tu vas faire des coupes. Je suis pas sûr. Waouh. Je suis pas sûr. Le record c'est 2h02. Ok, mais je veux battre ce record. Ah non, tu vas voir comment je vais, comment je vais développer en 8 points. Mais alors, réponse à ta dernière question. Surtout que tu as dit avant de poser la dernière question. Avant de poser la dernière question. Et que là, je vais déjà perdre 1 minute à parler du fait que tu vas poser la question avant la dernière question. Qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'aimerais savoir, parce que tu es très tempéré quand tu parles et tu rigoles, tu souris, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait pleurer de rire en programme ou en humoriste ou les gens comme ça. Parce que t'as l'air très tempéré et je te vois pas, je t'imagine pas hurler de rire en fait, entre guillemets. Je te vois rigoler, je sais que t'aimes rigoler et tout, mais. En fait, ce qui fait que. C'est dur parce que c'est une auto-analyse, mais je pense que ce qui fait que je suis aussi tempéré, comme tu dis, c'est que j'ai un mode analyse qui est enclenché en permanence. Ouais. Et donc, le moment où tu peux me faire breaker, c'est si tu arrives à réunir une blague, qu'en fait ce soit parfait. C'est pour ça que Jeselnik. Fait partie des gens, je mets une pause. Parce qu'en fait, il va à un endroit de mon cerveau qui est pas juste la surprise du rire. Tu sais, on sait que le rire, c'est de la surprise. Tadada, hop, tu dis un truc surprenant, la personne rigole. Moi, si tu fais ça, je vais faire ah. Mais si, en même temps, t'as créé un truc tellement parfait d'un point de vue de la structure, ça me fait péter un câble vraiment, parce qu'en fait, ça tape à un endroit de mon cerveau où tout est réuni. Tu vois, c'est-à-dire que c'est à la fois drôle et en même temps, c'est parfait. L'autre partie de mon cerveau qui va faire que je tempère mon rire est aussi en train de céder, parce que structurellement c'est donc par exemple la vanne que je prends en exemple, où vraiment je crois que c'est dans le dernier Jeselnik, j'ai mis une pause pendant 1 minute parce que je suis complétiste, moi j'aime bien tout voir, donc si je rigole trop je mets une pause parce que sinon je sais que je vais faire reverse, je vais revenir en arrière pour entendre ce qu'il dit. C'est sa vanne sur je sais pas à quel point t'as le souvenir de son special. Il y a un moment, alors je vais la faire moins bien qu'Anthony Jeselnik, mais si ça peut vous donner envie d'aller le regarder. Et ne reproduisez pas ça chez vous. Ouais, ne faites jamais la vanne de quelqu'un d'autre. Moi-même, je m'en excuse. Déjà, je présente mes excuses. Droit, on est des professionnels. J'ai le demi-droit. Parce qu'avant, j'ai dit la phrase, il le fait mieux que moi. Il dit, je suis arrivé dans un bar, il y avait une femme magnifique. On aurait dit un top modèle, elle était d'une beauté incroyable. Et je décide de l'aborder. Et je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Et elle me dit qu'elle est neurochirurgien. Et alors, je veux pas avoir l'air sexiste. Mais pour de vrai, j'aurais jamais cru qu'une femme aussi belle maîtrise le sarcasme. Et pour moi, cette construction... Ouais, parce que jusqu'au mot maîtrise, tu appuies sur pause, tu dis vous avez 3 heures pour trouver la chute, tu la trouves pas. Et en fait, ça fait un truc dans mon cerveau qui... Je me dis c'est tellement parfait dans la construction, parce qu'en gros c'est comme s'il avait dit c'est pour toi cette vanne, toi qui ne ris pas facilement, je vais t'emmener dans un monde très confortable où tu crois que je vais dire quelque chose. Je comprends. Il y a ton cerveau, il est en train de travailler à fond parce qu'il dit je connais Jeselnik, il va pas aller là où je crois qu'il va, mais tu sais il y a un truc comme en musique tout d'un coup, quand tu vois comme en, je sais pas, en dubstep, quand tout d'un coup bam ça part en dubstep, tu vois il y a ce truc, tu sais que ça va arriver, tu sais qu'il y a une montée, mais tu sais pas comment il va me l'amener, t'as la pause, et là, bam, il te la met, et ça me fait mourir de rire. Ouais, je comprends. Donc l'exemple de mourir de rire, c'est ça. Ok. C'est que je dis là, et pourtant, ça va pas être quelqu'un que je vais recommander à tout prix, parce que il y a pas de message, ou alors peut-être la deuxième partie de ce special où il y a plus un message, mais dans la construction, voilà. Pour que tu conseilles, il faut qu'il y ait message. Enfin, après, moi, j'essaie de faire des conseils personnalisés. Ouais. Je parle avec toi, et après, je fais parce que par exemple, Norm Macdonald, il n'y a aucun message, et je le conseille à tout le monde, quoi. Ouais, mais tu vois, je sais même pas si je l'ai vu, ou peut-être je l'ai vu, ça m'a pas... je te le conseille. Ouais, mais peut-être qu'il y a un message, juste tu l'as pas vu. Peut-être qu'il y a un message aussi, mais pour moi, bref. Norm Macdonald, bah écoute, je prends ton conseil. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin bref, pour moi c'est le meilleur, enfin c'est un des meilleurs, mais en tout cas... C'est le meilleur ? C'est quand tu dois choisir le meilleur. Bah si je dois en choisir un, ça serait non, bête. tu dois pas en choisir un, je te pose une question bête, comme si tu devais choisir entre Bref, Bloqué et Serge Lamitou. Ouais, t'as le droit d'aimer plusieurs choses en même temps, au même niveau, c'est ça l'amour. Ah putain, on boucle des boucles, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, t'es polyamoureux des humoristes. T'es polyhumoriste. T'es polyhumoureux. Polyhumoureux, ok, ça me va. Du coup, la dernière question, avant ma toute dernière question très ponctuelle que je fais tout le temps, c'est si toi t'as envie de parler d'un truc, on peut là. Non, je pense qu'on a bien avancé. En même temps, si j'ai un sujet de 20 minutes à aborder. Attends, j'ai un sujet de 21 minutes pour ce que je voudrais parler des records. Ouais. Tu vois, ce besoin parfois qu'on a de dépasser le record, juste pour le plaisir de dépasser un record. Ouais.
à quoi bon? À quoi bon, finalement, hein? C'est une... Ou alors j'en parle pendant 20 Je vais minutes. mettre un blanc. Ouais, ou alors j'en parle pendant 20 minutes. Non, ok, bon, on va arrêter. Soit on bat, tu vois, soit on bat le record, soit on dit à quoi bon les records, Non, à et quoi on bon est les content de records notre chiffre. À quoi bon les records? Ça sert à rien les records. L'important c'est le plaisir qu'on prend pendant la performance. De toute façon, quand tu fais ça et que tu commences à auto-commenter un peu méta la durée des épisodes, t'en auras toujours Non, mais 3-4 pour dire ah j'aurais aimé que ce soit plus long, vous êtes cons, vous auriez dû continuer. Tu sais que tu fais un truc que moi normalement je fais et du coup comme tu l'as fait je vais pas le faire, c'est que je dis normalement à un moment vers la fin du podcast ça fait combien de temps qu'on enregistre pour que les gens voient. Si je dis ça fait 1h20 et qu'ils voient 1h17 sur leur Moi, truc, il a pas trop coupé. bah, de toute façon ça sera jamais plus de 3-4 minutes. Ça a jamais été plus de 3-4 minutes, mais parfois c'est arrivé par exemple avec Paul où ça a duré 2h02, à un moment donné je dis ça fait 1h55 et ça fait 1h55 sur le tableau quoi, tu vois, genre, Voilà. ça arrive que ça coupe pas. Je pense que il y aura pas beaucoup de coupures en vrai. Et du coup la dernière question que j'avais pour finir ce podcast c'est comment je l'appelle, un café avec Navo, un café avec Bruno Navo, nom de famille, un café comment je l'appelle? Ah oui, bah comme tu veux. Un café avec... Non, tu Ouais, choisis, non. c'est ton nom. Bah oui, mais en même temps, les deux, c'est mon nom. Donc Ouais, j'ai mais pas de. Parce que Seb Marx dans le podcast a mis Bruno entre guillemets Navo et nom de famille. Ah oui, c'est vrai que les gens font ça. Mais il n'y a pas de règle. En fait, Navo, c'est vraiment, pour moi, c'est comme Seb pour Sébastien. Ok. Tu vois, à part si vraiment. Non, parce que Navo, c'est pas. Enfin, ça serait. Oui, mais pour moi, ça serait parce Brune. qu'en fait, Navo, c'est un surnom. Ok. C'est un vrai surnom que mes potes me donnent parce qu'on Mm. mettait Ave. Là, je le raconte souvent, mais je le raconte parce qu'on mettait Ave à la fin des dernières syllabes. Donc Louis, ça fait Loisy. Ok. Dubourg, du Bavour. Par les Javanais. Bruno, ça Ouais. faisait Brunavo. C'est un faux javanais pour les imbéciles parce que javanais, Mm. c'était trop dur. Ok. Donc mets ce que tu veux. Tu peux même mettre. Putain, Navo, c'est Bruno en javanais, c'est ok. C'est pas en javanais, c'est Brunavo. Ouais, c'est en c'est- langue d'Ave. En langue d'Ave. Voilà. Putain, on finit sur un truc incroyable. Eh ouais, sur une anecdote magnifique sur mon nom. Mais si tu veux, tu peux mettre Seinfeld. Tu sais, moi, je suis pas. Un café avec Jerry Seinfeld. L'auteur putain, de Cannes. ça Tu peux buzzerait mettre l'auteur de ouf. Cannes que j'en dis de bref. Tu peux mettre un café avec l'auteur de Cannes que j'en dis de bref. Ah, le manque Hésite de pas. respect. Hésite pas une seule seconde. Non, on a découvert ça. Tu vois, là, je te fais tenir. Ouais. Tu l'as vu ou pas, mon histoire? Vas-y. On a découvert ça au moment de bref. Ouais. C'est que moi, j'étais beaucoup plus, on va dire, turbulent Ouais. sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais pas connu, ça n'avait pas trop de conséquences. Et Kian, lui, était beaucoup plus tempéré, comme tu le connais. Oui. Et en fait, à un moment, j'ai dû vraiment arrêter de faire n'importe quoi sur Twitter. Parce que, tu sais, les magazines web, les trucs comme ça, les buzzwords, je sais pas quoi, pendant un long moment, pendant quelques mois, le mot bref, le mot série, bref, Canal+, Ken Kojandi, c'était des trucs qu'ils avaient un peu dans leur top. Si t'arrivais à faire un article là-dessus, tu savais que t'avais du clic. Mm. Sauf que parfois, lui, ils avaient rien à dire sur lui. Sauf que moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de dire ne téléchargez pas Bref. Moi, je me souviens d'un truc genre ne téléchargez pas Bref sur iTunes. Parce qu'en gros, on se rend compte que notre distributeur l'a mis sur iTunes et que c'est dégueulasse. C'est genre, ils ont mis 5 épisodes à la suite, ils les ont renommés, c'est nul. Et je vois que les gens peuvent acheter ça. Mm. Et en parallèle de moi qui appelle Ouais. qui de droit en disant il faut absolument enlever ça, là, c'est une horreur. Je préfère ne pas vendre sur iTunes que vendre cette merde. Je préviens en me disant putain, il y a des gens qui sont en train de l'acheter là. Mm. Et donc je dis ne téléchargez pas, c'est de la merde, on n'était pas au courant, nanana. Et puis je me rends compte que je fais beaucoup de tweets et donc je conclue en disant désolé, je m'emporte un peu, mais j'ai l'impression de m'être fait violer par iTunes. Et les articles qui sortent, mais genre des dizaines d'articles sortent avec écrit l'auteur de Bref se considère violé par Apple et une photo de Kian. Et lui il m'appelle en disant mec, fais attention, enfin je sais que t'es libre de dire ce que tu veux, mais là vraiment maintenant on met ma tête, il n'y a même pas ta tête. On a mis ma tête. Moi, j'aurais continué en étant encore plus hardcore du coup. Ouais, non, parce que ça c'est si j'avais fait Bref avec Kairon. Parce qu'avec Kairon, je pense que ça, on serait allé dans des. Parce que Kairon, c'est son délire. Ouais. Je pense que là, vraiment, il y aurait eu des hoax Ok. auto-créés. Vraiment, je dis oui, Kairon, oui, il a vraiment tué. Vous êtes pas au courant, il a tué son propre frère en voiture. Après, lui, il est obligé de se justifier en disant ouais, mais en même temps, c'est les paroles d'un pédophile. Ça, on l'aurait fait. Mais Kian, lui, il est vachement. Tu vois, il Ouais. est très gentil, il veut que le monde aille bien, lui. Ouais. Donc, pas de raison de. Voilà. Ok. Mais encore aujourd'hui, ça le fait. Tu vois, il met une photo sur Instagram, il y a 2 articles, Huffington Post et je sais pas quoi, sur une photo Instagram. Quoi. Ouais, c'est ouf. Ton nom est un buzzword. Ouais, c'est ouf. Ouais. Libération, tiens, attends. Donc tu peux mettre. En parlant des articles qui n'ont rien à Putain, dire. ton fond d'écran, c'est c'est David Letterman. Toujours. Qui dit quoi? Que la comédie. It's justice. Alors attends, j'ai du mal. J'ai pas La pas le comédie, contexte. c'est la chose la plus proche qui existe de la justice, quoi. C'est-à-dire, si t'es drôle, tu marches, si t'es pas drôle, tu marches Ah pas, oui, quoi. ok.
Libération qui a fait un article 10 ans après sa publication. On décrypte la vidéo Attention à la mousse avec son auteur. Voilà. Donc oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a ressorti cette vidéo. Les journalistes sur les d'aujourd'hui et de Libération. Je pense même que c'est Henri Michel. Qui fait Rivière à détente, je sais pas si tu connais le podcast, qui a dû, parce que je sais qu'il a pas mal de potes, il fait du journalisme aussi, il fait des piges et tout, qui a reparlé de cette vidéo, qui est super drôle, qui est très vieille, et je me dis, c'est Libé, cet article, est-il d'un mec genre Alex Herveau? Peut-être, j'ai pas regardé. Pour moi, il y a ce truc-là, c'est marrant, je pense que ça, c'est vraiment, on est dans la twittosphère qui s'alimente, quoi. Et si on reparlait de cette vidéo d'il y a 10 ans, quelqu'un me l'a soufflé. Exactement. Du coup, allez vers l'amour et faites attention à la mousse. Ne soyez qu'amour. Et faites attention à la mousse. Bisous les amis. Allez, on arrête là. Merci Louis de m'avoir reçu. On n'a pas battu le record, putain. Non. Je crois